Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que donc normalement le cours est toujours le mardi soir. Bon là c'était exceptionnel au 29 rue Ménil, je le dis pour les gens qui nous regardent sur internet. Le thème qu'on va aborder ce soir, c'est évidemment sur la paracha de la semaine, Chaye Sarah. Et au début la Torah nous dit Vayu Chaye Sarah me'a shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene Chaye Sarah. Et ils furent les années de Sarah, me'a shana, 100 ans, ve'esrim shana, et 20 ans, ve'sheva shanim, et 7 ans. Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Bon, on est connu le Rashi. Pourquoi est-ce qu'il a dit de cette manière-là le pasouk? Oui. Pourquoi c'est marqué 100 ans et 20 ans et 7 ans? Il fallait dire directement 127 ans. Bon, Rachid explique qu'on a séparé, d'accord, qu'elle était belle. Il a dit que il dit Bat Kouf, qui est Bat Kaf, quand elle avait 100 ans, elle était belle comme elle avait 20 ans, par rapport à la faute, oui. Et à 20, elle était comme à 7 ans. Au niveau des punitions, ça veut dire qu'elle était pas punissable parce qu'elle n'avait jamais fauté. Et Bat Kouf, Blochet, à 100 ans, elle était entièrement, au Hachem, innocente de toute faute. C'est extraordinaire. Et à 20 ans, elle était comme à 7 ans au niveau de la beauté. Elle était encore fraîche. Et en tout cas, ça, c'est pourquoi est-ce que on a séparé le chiffre. D'un autre côté, il y a aussi un problème. Pourquoi on a répété Ve'ayu Chaye Sarah, ce furent les années de Sarah. Et ensuite, à la fin, on dit 127 ans, Shene Chaye Sarah, 127 ans, les années de la vie de Sarah. Bon, bah ça y est, on l'a déjà dit au début. C'est bizarre de se répéter comme ça. Donc, et aussi ce langage-là, parce que Chaye Sarah, c'est les vies de Sarah, si on traduit littéralement. Et Shene Chaye Sarah, ce sont les années de vie. Maintenant, on parle des années de vie en général. On ne parle pas de vie. Et là, quand même, ouais, alors c'est ça qu'on va essayer de réfléchir. Parce que quand on parle de Chaim, Chaim, ça veut dire la vie. D'un autre côté, la vie, c'est au singulier. Mais Chaim, c'est au pluriel. Le mot pluriel est au pluriel. Le mot Chaim est au pluriel. Comme Panim, le visage en hébreu, c'est quoi? C'est Panim. D'accord? Mais Panim, en vérité, ça veut dire facette. Et c'est au pluriel. Bon, on peut comprendre un peu dans le visage que quelqu'un il a plusieurs facettes, d'accord? Mais ça reste un pluriel. Ça aurait dû être un singulier parce que c'est un seul visage. Donc de la même manière ici, quand on parle de Chaim, on est obligé de comprendre que nous on croit que la vie c'est la vie, c'est un long fleuve tranquille, mais en vérité c'est des séquences, c'est des étapes, d'accord? Parce que la personne elle est un bébé, et puis elle a une jeune enfant, une jeune fille, et après une femme, et une épouse, et une maman. Et c'est des étapes. Comme un homme, il est père, grand-père, beau-père. Ouais, c'est des étapes. Donc de toute façon, en vérité, entre guillemets, on va passer par plusieurs vies. Et toujours la question, c'est de savoir si durant ces différentes vies, qui vont être en fin de compte les différentes étapes de notre vie, est-ce qu'on va être en vie? Parce qu'il y a deux manières de vivre. Soit tu vas vivre comme une plante. La plante, elle est vivante, tu vois, elle pousse, tu viens, tu reviens le lendemain, ça pousse, ouais. Soit tu vas vivre ta vie. Donc maintenant, on a deux problèmes. C'est qu'il faut être en vie, et en plus, il faut vivre sa vie. C'est pour ça que Rav Dessler, là-bas, quand il donne la définition, au début de Yamim Noraim, des gens qui sont inscrits dans le livre de la vie, il dit « Chez Chaim amitiim, bemetziut amitit ». Des gens qui vivent une vie vraie, dans une réalité vraie. Toi, tu dis, mais la réalité, elle est vraie. Elle n'a pas besoin de moi pour être vraie. C'est pas évident. Comme tu veux, non. Le gars qui est amoureux, il voit pas les défauts. Donc, il a une réalité fausse. Ouais. Celui-là qui est mytho, il voit le contraire. D'accord? Celui-là qui est parano, il voit que personne ne l'aime. Pourtant, la réalité, c'est la réalité. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Mais il faut être pragmatique, mais enfin, ouvre tes yeux, mais sois concret, Ça veut rien dire. Parce qu'en vérité, chacun d'entre nous, il a un logiciel d'interprétation de la vie qui est différente. Et en plus de ça, en tant que Ben Israël, toi, tu dois avoir une vision de la vie qui est la vision qui est donnée par la Torah. Donc il faut que tu étudies beaucoup la Torah, que tu deviens Talmid Chacham, un érudit, et après ça, il faut que tu sois capable de traduire les paroles de la Torah dans la réalité. Ça veut dire
que la Metsiout n'est pas la vérité. C'est la vérité qui est la réalité. Donc la réalité n'est pas la vérité. Tout le monde le sait. Ouais. C'est comme si tu suis les infos. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Parce que dans 10 ans, les services secrets ils vont dire ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Ah bon, excusez-nous. Ouais, la CIA te rapporte. Pourquoi ils gardent les choses pendant 30 ans et après ils ouvrent les dossiers? Ça, c'est connu dans tous les pays du monde. Ils ouvrent les archives, 30 ans après, on ouvre. Alors en fin de compte, l'ennemi c'était un ami. En fin de compte, là-bas c'était pour le pétrole. On croyait que c'était pour les sauver. Donc à chaque fois, il y a des tralouènes. D'accord? Donc maintenant, si tu sais que dans 30 ans, on va t'expliquer que c'était du baratin, à quoi ça sert de participer à une information que tu sais qu'elle est fausse? Tu dis, bon, mais quand même, ça fait passer le temps, ça fait des nerfs, ça fait un peu de stress, la peur, l'Iranien, l'Iran, le truc. Tout ça, c'est quoi? C'est du gargarisme. Ouais. Mais la vérité, si tu veux la faire, se disant une chaîne d'information avec des spécialistes et des éditorialistes et des analyses et des très loin de la vérité, c'est rien de la mousse. C'est de la mousse. Ouais. C'est toutes les informations de l'AFP, elles sont reprises. Mais si elles sont fausses au départ, et elles sont reprises. C'est inintéressant. Mais c'est pas grave, ça fait passer le temps. C'est vrai. C'est comme tu regardes avec ta femme une fois de plus La Vache et le Prisonnier. Tous les étés, tu regardes La Vache et le Prisonnier. Et tous les étés, tu te reposes la même question. Tu regardes ta femme et tu dis qui est la vache, qui est le prisonnier. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est cyclique. C'est tous les ans. Ouais, c'est pareil. Tu as les infos, ça t'occupe. Tu fais genre t'es intéressé, tu te poses des questions, tu te demandes pour qui tu vas voter. Pourquoi. Mais tout ça, c'est des halomot. C'est du baratin. Tu sais très bien que c'est du baratin. Ouais. C'est comme si tu sais que t'as tort et tu fais genre, tu fais la gueule à ta femme. Ouais. Et ta femme, elle sait que t'as tort, mais elle fait genre, elle s'accroche. Donc c'est du baratin. Un jour, si Dieu veut, vous allez avoir un discours d'adultes, les deux, et dire, écoute, on arrête le baratin, on va parler sincèrement. Je dis, voilà, j'ai un vrai problème d'orgueil, je voudrais que tu m'aides à le régler. Et l'autre, elle va dire, moi, j'ai un vrai problème de complexe, et c'est pour ça que je me mets toujours en situation de victime par rapport à toi. Un jour, si Dieu veut, ce discours-là que tu tiens avec ton psy, tu vas le tenir avec ton mari. Mazal tov, Beruchim Abbaim dans le monde des adultes. Ouais. Ah, tu dis, ça c'est hoche. Réveillez-vous, là, ça n'arrivera jamais. Comme si l'hypocrisie, c'était la 614e mitzvah. Ça va bien arriver un jour ou l'autre, non? Comme les gens dont tu as souffert pendant des années, sous prétexte qu'ils étaient tes parents, puis un jour ils meurent, et d'un seul coup, tous les morts, ils deviennent des tzadikim. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait comme bien, Je comprends pas, pendant toute la vie, tu dis, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un embrouilleur, et maintenant tu dis, ah là là, c'est bizarre, je comprends pas, alors il était bien ou il était tordu? S'il était bien, tu t'es pris la tête pour rien pendant 35 ans, 60 ans. S'il était tordu, il faut le dire, c'est pas grave. Tu dis, non, la shonara sur un mort. Mais c'est la vérité. C'est comme si un bœuf, tu dis non, c'est un papillon. Oh, c'est une façon de voir. Mais non, c'est un bœuf. Tu le vois, c'est le bœuf, il est là, c'est un bœuf. Tu dis, c'est un papillon, mais il faut avoir une lecture positive. Mais t'as déjà vu, toi, un papillon de 800 kilos qui mange de l'herbe? C'est un papillon. Vous me suivez ou non? Donc ça s'appelle Chaim Amitiim. C'est-à-dire, c'est une vision de la vie qui est vraie. Je dis, ça prend du temps. Ouais. Non, ça c'est Metsiout Amitit. C'est une réalité vraie. Et après, il faut avoir Chaim Amitim, c'est-à-dire il faut avoir une relation vraie avec cette réalité vraie. Si vous allez dire, ça va, c'est un peu évident. Vous savez le nombre de gens qui ont une relation fausse avec une réalité vraie? Ça va? Et les gens qui ont une relation vraie avec une réalité fausse? Vraiment, ils s'angoissent que Brad Pitt, sa femme, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Mais tout le monde s'en contre-tape. Et l'autre, il te fait une maladie parce que le PSG, il a fait match nul. Mais c'est pas le match qui est nul, Baba, c'est ta vie, t'as pas compris encore? Ouais. Donc c'est quoi l'intérêt? Tu dis, ouais, mais quand même, ils étaient bien placés, en plus, ils ont le Mashiach avec eux, il y a Messi. Donc... Mais un jour, si Dieu veut un jour, quand ton cerveau, il va revenir à sa place, tu vas dire peut-être qu'il y a des choses plus importantes. Parce que je comprends que quelqu'un qui a une vie complètement vide, il est obligé de la meubler. Parce que c'est quand même long. Si on mourait au bout de 10 jours, les mecs, ils feraient des choses importantes. Mais comme on meurt au bout de 80 ans en moyenne, donc il y a beaucoup de soirées à remplir. Donc on a mis les matchs, on a mis les ambiances, on a mis Zemmour, on a mis des choses pour essayer de meubler. Ouais. Mais en vérité, le vrai problème, c'est parce que nous, on croit que la vie, elle est longue. Mais c'est une erreur. La vie, elle est courte. La preuve, c'est un truc bizarre. Plus tu vieillis, plus tu as l'impression que le temps, il passe vite. Ça va?
C'est vrai, tu te retournes, tu dis quoi? Quoi, Rosh Hashanah? Mais c'était avant-hier. Ouais, c'est comme ça. Pourquoi? Alors il y a deux lectures. Soit la lecture psychiatrique, c'est-à-dire que le fait qu'il y a la mort qui arrive fait que le temps s'accélère. D'accord? Soit il y a une réalité qui s'appelle la maturité, qui fait qu'en grandissant en maturité, tu te rends compte que le temps, il a une importance. Donc quand tu es petit, tu es jeune, tu perds ton temps, tu tues le temps, tu gaspilles le temps. Mais après, tu vois qu'est-ce que tu peux... Premièrement. Deuxièmement, c'est aussi qu'a priori, tu es conscient qu'on peut faire quelque chose avec le temps. Quand tu sais ce que tu peux faire en un quart d'heure bien concentré, ça te fait de la peine de perdre 2 ans. Quand tu sais le dialogue que tu peux avoir, un dialogue sincère et entier avec quelqu'un que tu aimes, ce que tu peux aller traverser comme contrée intérieure en une demi-heure, tu dis c'est 15 ans que j'ai passé à faire la gueule. 15 ans? Mais c'est la création du monde, 15 ans. C'est l'âge de l'univers, 15 ans par rapport à un quart d'heure. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc en vérité, les choses... Mais encore une fois, je ne peux sentir que je perds mon temps que quand j'ai compris la valeur du temps. Je ne peux comprendre que je gaspille ma vie que quand je connais la valeur de la vie. Mais si j'ai pas de référent de la vie, j'ai pas. C'est quoi un référent? Je dis, la petite maison dans la prairie, un bon moment passé avec des objets illicites, des produits illicites, d'accord? Un bon Shabbat d'ambiance, un mariage de fou avec Rabbi David Guetta à Ibiza, d'accord? Il dit, mais c'est quoi ta référence? En fonction de ta référence de la vie, tu vas donner la valeur, c'est normal. C'est comme si tu vas en Amazonie et tu vois un gars tout nu avec une ficelle, d'accord, autour de son avenir, ouais, et tu lui donnes une bague de chez Boucheron, ouais, ou la Joconde. Le gars, il comprend, il voit pas la valeur. Tu te dis, mais attends, c'est la Joconde. C'est la Joconde. Il comprend pas, ça se mange? Non, tu dis, t'es fou, toi. Il dit, je vais m'en servir, s'il pleut, je vais faire un toit. Mais t'es malade. C'est la Joconde. D'accord? Dans l'absolu, les 3/4 des Juifs, ils ont exactement le même regard que cet Amazonien sur la Torah. Vous me suivez ou non? Oui, parce que tu connais pas la valeur. C'est pareil dans tout. La valeur de la santé, quand est-ce que tu te rends compte? Quand tu es malade. Jusque-là, tu te pourris la santé. La valeur de la vie, c'est quand tu assistes à un enterrement. La valeur des gens que tu perds, c'est quand tu les perds. Pourquoi on n'est pas un peu malin de faire des études en évaluation diamant pour être capable de voir la valeur de ce qu'on a autour de nous, de notre vivant? Un truc débile. Ça s'appelle le référent. Le référent, parce que le gramme d'or, il coûte tant, d'accord? Cet arbre, il fait telle taille, parce qu'on a un référent qui s'appelle le mètre. Un avion, ça pèse tant de milliers de tonnes par rapport à un référent qui s'appelle le kilo. Maintenant, c'est quoi ton référent de vie à toi pour connaître la valeur de la vie? Alors ça va être ta valeur personnelle, ça va être la valeur que la Torah donne, ça va être la valeur que Platon donne. Il faut que tu dessines un référent. Parce que si tu n'as pas de référent, alors il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est sa spécialité. C'est que le Yetzer Hara ne cherche pas à faire fauter. Vous êtes au courant, non? Non. Le mauvais penchant? Non. Non, son projet, c'est pas que tu fautes. Son projet, c'est que tu perdes ton temps. Maintenant, effectivement, tu ne peux pas perdre ton temps si tu n'es pas inconscient. Tu ne peux pas perdre ton temps si tu n'es pas immature. Tu ne peux pas perdre ton temps si tu n'es pas incapable de te maîtriser. Tu ne peux pas perdre ton temps si ta nature, elle n'est pas plus forte que ton cerveau. Donc, automatiquement, c'est ce qui va engendrer que... Mais au fond, son projet final, c'est la perte de temps. Parce que quand tu réfléchis 1 mois et demi pour faire une belle avéra avec la voisine, et que tu fais cette avéra une soirée, et qu'après, pendant 30 ans, tu la regrettes, parce que tu vois que ça t'a pourri la vie, tu vois que ça t'a pourri tes enfants, tu vois que ça t'a pourri ton couple, parce que ta femme, maintenant, elle te soupçonne, et il n'y a plus de confiance. Tu vois que tes enfants, ils font des avérotes bizarres. Tu vois que le magasin, il ne marche plus. Tu vois que toi, tu as des taches bizarres sur les poumons, et tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a un mari là-bas qui a envie de mourir parce que sa femme l'a trompé, et toi, tu fais genre, t'as rien fait. Bizarre quand même, la forme de la tumeur. Ouais, c'est marqué salaud. C'est bizarre, non? Maintenant, tout ça pourquoi? Pour une soirée, encore même pas 1 heure sur un canapé, avec la peur que le mari rentre. Parce que ça vraiment...
C'est du gaspillage complet. Alors que tu as une femme magnifique, sympathique, qui t'aime, qui est disponible, en plus qui est en collaboration avec Victoria, donc elle connaît tous les secrets, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu as été chercher la folle d'en face, qui est mariée en plus? Ah, je sais pas, c'était plus fort que moi, c'était trop difficile, j'ai pas pu, je sentais que c'était vital, si je le faisais pas, j'allais mourir, je mourrais d'amour pour elle. Oui, bien sûr, la preuve, tu continues à mourir après que tu as fait la vera. C'est ça qu'on comprend pas. Quand on dit que la faute, elle tue, c'est pas seulement que le Beddin, il doit t'attraper et te tuer. Non, la faute, elle tue, parce que ta vie, elle est pourrie après la faute. Ta vie, elle est pourrie. T'as voulu, genre le gars, il t'a promis, il t'a truqué, ou t'étais un peu folle, c'était l'été, et t'as fait une grosse bêtise avec lui, d'accord? Après lui, il s'en fout, il s'en va. Lui, il a trempé son pinceau, il s'en fiche. Mais toi, t'es le pot de peinture, toi. Qu'est-ce que tu as marqué dessus? Occasion? C'est difficile. T'es une bâtisse Israël. T'es un diamant. T'es peut-être la mère du Mashiach. Et tu te gaspilles pour un cheval. Un étalon. Sous prétexte qu'il te fait croire qu'il t'a dit la vérité. La vérité, c'est jument. Ça, la jument et le talon, là, ça fait un couple de fous. Ouais. Non, c'est pas possible. Il faut avoir. Maintenant, tu crois que les gens, ils font des avérotes, pourquoi? Parce qu'ils sont vicieux, parce qu'ils sont pervers? Non, parce qu'ils sont nia, parce que l'autre qui lui a promis l'amour, parce qu'il dit, bon, c'est mon futur mari, je t'en prie, avant, après, quelle différence? Avant, après, quelle différence? Mais avant, il y a le pistolet de ton père sur sa tête. Après, je veux dire, avant, il n'y a rien. Vous êtes seuls les deux sur la plage. C'est la vie, c'est la mort. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est pareil dans tout, tu fais une grosse embrouille. Tu dis, bon, c'est beaucoup d'argent, je vais prendre un Mac, je vais aider la yeshiva. Mais ça sert à rien, c'est de l'argent pourri. Donc, le but du Yetzirah, c'était pas de te faire pourrir les 2 heures que tu as fait à faire les fausses factures, ou les embrouilles, ou les magouilles. Ouais, c'était de te pourrir les 30 années à venir, que tant que tout l'argent pourri n'est pas épongé de la société, tu n'auras pas de mazal dans la société. Vous me suivez ou non? Donc lui, il a un calcul à long terme. Toi, tu as un calcul à court terme. Parce que tu es un consommateur. Tu consommes, tu vois, tu manges. Après, tu te demandes si c'est empoisonné. Mais réfléchis. Ouais. Je vois les gens, ils me disent, écoutez, Rabbi Chitrit, je crois pas, j'étais en Israël, à Tel Aviv. D'accord? J'ai mangé. Quand j'ai fini de manger, vous savez ce qu'il m'a dit J'ai demandé un Berkat Amazon. Vous savez ce qu'il m'a dit le serveur? Il m'a dit, aval achalta hazir, atarot c'est Berkat Amazon. T'as mangé du cochon, tu veux un Berkat? Il m'a dit, c'est normal, Rabbi Chitrit, à Tel Aviv, on sert du cochon. J'ai dit, écoute-moi bien. JG, ça veut dire jeune jbeb. Quand t'es rentré, tu as vu la Terouda? Tu as vu le certificat de cache-route? Tu l'as pas vu. Tu l'as cherché? Non. Quand tu as vu le serveur qui est en train de... Tu t'es pas dit, mais quand même, pour un religieux, il est vachement ouvert d'esprit. Mais non, il n'est pas religieux, il est junkie, Yabrel. Ouais. Quand tu as vu les 2 gars qui étaient en train de s'embrasser là, sur la première table, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'ils étaient secouristes. Donc tu as bien vu que tu étais au sommet de la Touma, Yabrel. Alors tu crois que la bouffe, elle va être plus cachère? C'est ça qui est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est que les gens, ils s'étonnent, on dirait qu'ils ont pris de l'acétone tellement ils sont lourds. Ouais. Mais non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, ne le prenez pas mal, je vous aime tous, au fond, t'étais pas vivant à ce moment-là. Je sais pas, t'étais dans le coma, ou t'étais brêle, ou t'étais lourd, ou t'étais affamé, ou t'étais pressé, mais t'étais pas vivant. T'étais pas vivant. Ouais. Alors t'étais quoi si t'étais pas vivant? Donc vous comprenez qu'on dit Chayé, d'accord, les vies, parce qu'on a dit qu'en fin de compte, c'est pas une vie, c'est plusieurs vies. La vie, c'est des séquences, un peu comme des diapos. Ouais, on te passe un diapo, qu'est-ce que t'en penses? Un autre diapo, qu'est-ce que tu fais? Un autre diapo, comment tu réagis? La vie, c'est une série de diapos. Maintenant, les diapos, ils sont déjà préprogrammés avant que tu viennes au monde. Ouais. Ce qui n'est pas préprogrammé, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec les diapos? L'autre, elle vient avec son décolleté, tu tournes la tête ou non? C'est un diapo. L'autre, il vient avec une proposition bizarre, tu tournes la tête ou non? Diapo. L'autre, il vient, il dit, écoute, t'as pas mis les tefilines, je peux encore te les mettre, on n'est pas de la nuit.
c'est une proposition. Diapo, tu mets ou tu mets pas. Toute la vie, c'est ça. C'est une série de diapos. C'est une série de propositions. Et toi, tu cliques ou tu cliques pas. C'est un choix. Maintenant, quand tu vas cliquer, tu vas vivre. Ouais. Mais quand tu vas pas cliquer, ou quand tu vas faire le mauvais choix, le mauvais clic, tu es vivant à ce moment-là ou non? Vous me suivez ou non? Parce que si ton corps n'est pas là, tu vis pas la chose. Si ta tête n'est pas là, tu vis pas la chose. Je vous ai dit déjà, pour moi, le mot le plus violent, c'est quand quelqu'un dit, excusez-moi, Rav, c'est vrai, j'ai trompé ma femme, mais j'ai manqué de présence d'esprit. Mais qu'il a assez d'esprit pour dire une phrase aussi compliquée, mais il n'a pas assez d'esprit pour se rendre compte qu'il est en train de tromper sa femme. Ouais, j'ai manqué de présence d'esprit. Vous parlez français, non? Parlez français. Oui. Ça veut dire que quand je dis j'ai manqué de présence d'esprit, ça veut dire que mon esprit n'était pas présent. Mais si ton esprit n'est pas présent, en quoi tu es présent toi? Puisque qu'est-ce qui fait que tu es présent? C'est la conscience que tu as de la réalité et du fait que tu es présent. Maintenant, si tu n'as pas conscience d'être présent, tu n'es pas présent. Et si tu n'as pas conscience de la réalité, tu n'es pas présent. Puisque la conscience, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Donc, toute réalité dont tu n'es pas conscient n'est pas vécue. Donc quand les gens disent, vous savez, à 40 ans, j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à vivre. Ça veut dire que c'était 40 ans dans le coma. On venait le voir à l'hôpital, on le déplaçait pour les escarres et tout ça. Le mec, il était... Non, il travaille, il a fait des études, il a mangé, il s'est marié, il s'est remarié, mais il n'était pas vivant. Il était un zombie comme ça. La nuit, il est mort-vivant, mais tous les jours. Bah oui, parce que c'est ça la question. Parce que, a priori, si la définition de la vie, c'est un rapport conscient, mature et volontaire avec la réalité, donc la mort, c'est le contraire. Donc tu décides, t'étais mort ou vivant. Donc qu'est-ce que ça veut dire Chéné, Chaye, Sarah. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit Rachi? Il est violent. Hein. Vous êtes bien là où? Il dit, Chéné, Chaye, Sarah, les années de vie de Sarah, Kulan, Shavin, Letova. Elles étaient toutes équivalentes. Letova pour le tov, pour le bien. Ouais. Ça veut dire que chaque année a été vécue pour le bien. Mais puisqu'on a dit que c'est marqué Chéné Chaye, ouais, chaque séquence de vie a été vécue bien. Et comme on a expliqué déjà pour les redoublants et les redoublantes, que Tov, dans le langage de la Torah et des Chachamim, ça ne veut pas dire bon, ça veut dire complet, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle a vécu pleinement chaque situation. Or je rappelle qu'une situation, elle est constituée d'une réalité à 50%, et de toi à 50%. Donc quand tu es en adaptation avec ta réalité, en adéquation avec ta réalité, en maîtrise de ta réalité, là ça s'appelle complet. Quand tu dis je vis complètement mon amour, ça veut dire moi j'aime et je sais que j'aime, et toi tu m'aimes et je sais que tu m'aimes. Alors notre amour il est complet. Mais si moi je dis que je t'aime et je ne suis pas vraiment convaincu, il n'est pas complet. C'est normal. Et moi, si j'aime, mais j'ai encore des doutes, c'est pas complet. Et dans chaque chose, tu peux faire les choses de manière complète ou incomplète. C'est pour ça qu'on avait dit Ma'asim Tovim, ouais, des bonnes actions. Ça ne veut pas dire des bonnes actions comme chez les scouts, ouais, Béa. Non, Ma'asim Tovim, ça veut dire Ma'asim Shlemim, des actes complets. Donc si ton acte, bon, il contient du mal, il n'est pas complet. S'il n'est pas entier, il n'est pas complet. Si c'est du bien mais qui amène du mal, ouais, ça s'appelle faire du mal mais avec une bonne intention. Il n'est pas complet. Donc quand il est complet jusqu'au bout. Mais s'il se transforme en souffrance, en malheur, en embrouille, il n'est pas complet. Parce qu'un acte, il ne s'arrête pas au moment où tu le fais. Il continue, il évolue, ou il dégénère. Où il se développe, où il évolue. Ouais. Mais quand tu as des gens qui ont une perpétuité d'être, ils ont dit quelque chose, 20 ans après, ça tient la route. Ils ont dit une promesse, 20 ans après, ça tient la route. Ils ont dit une phrase, elle est toujours vraie. Elle est vraie aujourd'hui, elle est vraie dans 10 ans, elle est vraie dans 100 ans.
Ouais, quand des fois tu dis quelque chose à quelqu'un, après tu dis oui mais à l'époque vous avez dit ça, il dit ben on évolue. Ah donc ça veut dire qu'avant c'était faux. Oui, oui, oui. Non, c'est pour ça que c'est bien de prendre les textes des Chachamim. Parce que les textes des Chachamim, ils ont 2-3 000 ans, ouais, et ils sont Chaye Olam, ils sont dans la vie éternelle, ils ne sont pas dans la vie ponctuelle. Oui, ils ne sont pas dans l'actualité, ils ne sont pas dans la réaction ponctuelle à une certaine réalité. C'est des fondamentaux qui ont été eux-mêmes tirés de la Torah, qui elles-mêmes existaient avant que le monde existe et avant que le temps existe. Donc, un principe de la Torah, il n'est pas soumis au temps. Donc, il n'est pas corrosif. Il ne va pas rouiller, il ne va pas se dévaluer, il va rester. Après, toi, c'est toi qui décides si tu t'accroches à des choses qui tiennent la route ou non. Moi, par exemple, je n'ai pas peur parce que je prends des textes, des gens qui sont confirmés, reconfirmés, confirmés, tamponnés, certifiés, sadikim. Donc, même si moi, je suis un idiot, je vais dire des choses qui sont magnifiques. J'ai pas peur. Vous me suivez ou non? Par contre, si moi, je vais dire des choses de ma tête, je prends un risque. Peut-être que je suis un idiot. Comment tu vas le savoir? Ben, si dans 3 mois ou dans 3 ans, ça tient plus la route. Alors, comment ça, une vérité évolutive? Non, tu peux pas. Parce que ce que tu vis, tu le crois, tu le penses, tu l'intègres. Après, tu le dis à tes enfants. Tes enfants, ils le disent à leurs enfants. Tu te rends compte si tu as faussé le calcul? Ça fait des générations de brels qui sont convaincus, mais en 2 mots. C'est ça le problème, parce que les gens, ils tombent des nues. Moi les gens, ils me disent, mais Rav, mais attendez, mais ça me remet tout en cause. Mais j'avais rien compris. Mais attendez, mais mes parents, ils nous ont fait passer des trucs qui sont complètement fous. Je dis, pourquoi tu crois qu'un juif, il a une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours? Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il veut te tenir? Parce que c'est du bourrage de crâne? Parce que c'est du lavage de cerveau? Non, parce que c'est des allers-retours entre la recherche et la référence. La recherche et la référence. Mais si tu perds le repère, tu peux dire n'importe quoi. Vous me suivez ou non? On a un repère. Vous vous rendez compte? Tu dis une halakha du Shulchan Aruch. Ouais. Le Shulchan Aruch, c'était Rabbi Yosef Karo. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui était capable de faire revivre les morts. Lui, pour dire la halakha, il a pris le Rosh, le Rambam et le Ran, qui étaient des lumières de chez Lumière, c'est-à-dire toute l'encyclopédie mondiale de la connaissance, elle était chez le Rambam. Ça, c'était 1 sur 3. D'accord? Et ces 3-là, ils ont tout appris du Talmud, que c'était des Amoraïm, je te dis, que faisaient des miracles comme tu dis bonjour. Ouais. Qui eux-mêmes ont appris des Tanaïm, on ne sait même pas si c'était des hommes ou des anges, tellement ils étaient au-delà de la matière, dans la définition. Qui eux-mêmes ont appris des Géonim, qui ont appris jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc en vérité, quand tu prends une halakha du Shulchan Aruch, c'est Moshe Rabbeinu qui te donne la halakha. Mais toi tu dis, mais attendez, Rav Ben Chetrit, attendez, j'ai quand même un BEP de communication. Je suis pas n'importe qui. Ou là je suis agrégé en psychologie. Mais moi je te parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui était directement avec Hachem. Vous savez que Moshe et Hachem, c'est les mêmes lettres. Je sais à quoi vous pensez, mais on a déjà fait une croix dessus, sur cette option. Ouais. C'est pas le bon Dieu, Moshe. Mais il était tellement proche de Dieu pour pouvoir recevoir. Maintenant, il n'y en aura pas un autre, et il n'y en a pas eu un autre qui a été assez proche pour recevoir le message divin avec une telle pureté, sans aucune déformation d'interprétation. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas. C'est le vecteur 100%. Et toi, en 2021, tu prends ton Shulchan Aruch et tu écoutes Moshe Rabbeinu. Tu prends ta Gemara et tu écoutes Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yochanan Ben Zakkai et Rabbi Tarfon. Ils sont là à côté de toi, ils sont là, à portée de la main. Et toi tu dis, non la vérité, je préfère écouter Poivre d'Arvor ou de Laous. J'aime bien sa mèche. Mais moi, je te parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et toi, tu me parles de Laous. Maintenant, peut-être que c'est une question de niveau. Peut-être que quelqu'un de Laous, ça lui suffit. Mais il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en dessous, Laous? C'est pas grave. Alors, si c'est ça, il y a un midrash
Incroyable. C'est marqué là-bas. Achar advarim ha'ele, hayat dvar Hashem el Avraham. Après ces choses-là, après ces événements, Hachem s'est adressé à Abraham. De quel événement on parle? Quand Abraham il est parti en guerre pour aller sauver Lot, d'accord? Il est revenu victorieux, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Al tira Abraham, n'aie pas peur Abraham. Anochi magen lecha, moi je vais te protéger. Srarecha arbe meod, ta récompense est très grande. Ça c'est le pasouk, le verset il dit ça. Évidemment on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'Hachem il a eu besoin de rassurer Avraham Avinu juste après qu'il y a eu la victoire de la guerre? Regardez ce qu'il dit le Midrash. Midrash Rabbah. Chez Aya Avraham Avinu mefahed, Avraham avait peur. C'est Avraham Avinu, vous savez qui c'est? Ouais. Il a eu peur. Il a dit Yarati le kifshana esh venitzalti. Je suis descendu dans la fournaise ardente et j'ai été sauvé. Vous êtes au courant? Avraham il est rentré dans un four crématoire, il est sorti vivant. C'est pas des choses qui arrivent normalement. Ouais. Il a dit j'ai fait la guerre avec les rois venitzalti, j'ai été sauvé. Regardez ce qu'il dit. C'est Avraham Avinu. Hein. Il dit Tomar shekibalti srari baolamazé. Peut-être que j'ai reçu mon salaire, ma récompense spirituelle dans ce monde-ci. Ve'enli olamabay, j'ai pas le monde futur. Évidemment, vous faites un calcul. Si déjà Avraham Avinu, il pense qu'il n'a pas le monde futur, alors nous, les abonnés à Netflix, si Dieu veut, on aura un abonnement éternel. Emmène ta carte bleue dans le cercueil, on ne sait jamais, des fois que tu as du réseau. Il dit, donc puisque Avraham il avait cette question, peut-être que j'ai pas Olam Haba à cause de tous les miracles que j'ai eus. Alors Hachem il lui a dit, Al tira Avraham, n'aie pas peur, Anochi magen alecha, moi je te protège. Mais c'est bizarre, parce que pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu il a fait tout ça? Pourquoi il est rentré dans la fournaise? Il est rentré dans la fournaise parce que ses convictions de croire en Dieu, elles étaient tellement fortes que quand on lui a dit retournons à tes convictions, il était prêt à mourir et il s'est jeté dans la fournaise. C'est qu'à ce moment-là, vous savez qu'Hachem ne s'était pas adressé à lui encore. Hachem ne lui avait pas parlé. Vous savez ça. C'est-à-dire qu'il était entièrement sur ses convictions à lui. Il a fait des calculs, il a fait des réflexions, il a fait des développements philosophiques, intellectuels, métaphysiques. Il est arrivé à la conclusion que Dieu existe. Il était prêt à mourir sur une conclusion personnelle. Peut-être il s'est trompé. Tu peux faire une erreur de calcul, une erreur d'aiguillage, une erreur de direction et te tromper. Non, il est convaincu, il est prêt à mourir pour ça. Donc il a fait entièrement les Shem Shamaim. Après, quand il a fait la guerre, c'était pour sauver son neveu. Il n'a pas été pour s'amuser, pour frimer, pour faire genre Alexandre le Grand. Ouais. Non. Et quand même, il a eu peur. Et en plus, que Hachem lui-même, il lui a dit Kol ma she'asiti imcha chinam asiti. Tout le bien que je t'ai fait, toute la sauvegarde que je t'ai apportée, toute ta vie que j'ai sauvée, c'était gratuit. Sous-entendu, on ne va pas te le soustraire de ton mérite et de ta récompense. Alors pourquoi il a eu peur? Ici, il aura Chaim Shmulevitz. Il dit une chose incroyable. C'est pas celui qui est né à Tunis, c'est pas le même. Il dit, de là ça prouve que Avraham Avinu, il a compris que pendant tous ces événements, on lui a sauvé la vie. Et que le fait qu'on lui a sauvé la vie, peut-être que c'est ça qui lui a enlevé son monde futur. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il connaissait tellement la valeur de la vie, et que normalement, dans des circonstances où tu dois mourir, tu meurs. Ouais. Donc le fait de ne pas mourir dans un moment où tu devais mourir, ou dans des circonstances qui sont mortelles, donc c'est un mérite tellement grand de t'avoir sauvé la vie, que c'est probable que tu as perdu le monde futur. Tu dis, mais pas du tout. Moi, on m'a sauvé la vie pour que je fasse des mitzvot et tout ça. Il dit, non, on t'a sauvé la vie. T'as plus de monde futur. Ça veut dire, entre guillemets, que la vie, elle est plus importante que le monde futur. Tu dis, mais sans la vie, on ne peut pas aller au monde futur. Ça tourne en rond. Vous me suivez ou non? Sans la vie, on ne peut pas aller au monde futur. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que la vie, elle a une valeur en fonction de ce que tu en fais, ou la vie, elle a une valeur en soi?
Quand quelqu'un, on dit, oh, vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu. Parce qu'il a fait plein de choses, d'accord? Mais la vie, c'est quoi? C'est un temps. Tu nais tel jour, tu meurs tel jour. C'est calculé, vous savez que c'est précis. À la minute près, la date de la mort, elle est fixée à la naissance, à la conception. Parce que les gens, ils croient, il est mort jeune, il est mort vieux. Mais tout le monde meurt le jour de sa mort. Tu dis, oui, mais il est mort d'un accident, il est mort de maladie, il est mort. Non, ça, c'est les circonstances de la mort. Les circonstances de la mort, elles dépendent des actes du vécu. Mais la date de la mort, elle est fixée. C'est normal, pourquoi? Parce que dans la redistribution des particules, qu'une personne meurt, une personne naît, eh ben, cet espace, toi, et cette masse que tu constitues, eh ben, elle va être redistribuée pour une autre vie. Donc, si on rallonge la tienne, on est obligé de raccourcir celle de quelqu'un d'autre, puisque tout ça, c'est un seul élément. Tout ça, c'est un seul morceau. Tout l'univers, tout le temps, toute la matière. Donc, toute la matière, plus toutes les combinaisons de matière, en vérité, c'est un seul plan. Donc, si tu veux changer le plan à un moment, tu es obligé de le changer pour tout le reste jusqu'à la fin des temps. Donc ça ne veut rien dire, on lui rallonge la vie, on lui raccourcit la vie. C'est compliqué. La parnassa, c'est pareil. Les rencontres, c'est pareil. Tout est très très précis. Maintenant, nous, on le voit comme ça globalement, parce qu'on est habitué au scénario américain. Mais c'est compliqué. C'est comme si toi, tu dis, tiens, j'ai envie de fabriquer une centrale atomique. C'est compliqué. Tu dis, attends, ça va, il y a des tuyaux, faut brancher où, j'ai vu un tutoriel sur Internet. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut faire des très hautes études de maths, des hautes études de physique. Il faut faire, au moins, faut être avec un spécialiste pendant au moins 10-15 ans. Après, tu vas commencer à avoir une petite autonomie. Pourquoi? Parce que c'est très fin, c'est très spécial, c'est très sophistiqué, c'est très compliqué. Et ça, c'est une centrale nucléaire. Mais tout le monde, c'est une centrale nucléaire. Tout l'univers, c'est une centrale nucléaire. Puisque la centrale nucléaire, c'est quoi? C'est quelque chose qui gère l'énergie. Et c'est quoi l'univers? C'est une masse d'énergie. Maintenant, pourquoi cette masse d'énergie, elle n'explose pas? Parce qu'elle est très bien gérée par un ingénieur en énergie nucléaire. Maintenant, toi, tu n'arrives même pas à savoir si le micro-ondes, tu le mets sur le frigo ou sur le plan de travail. Et tu veux gérer l'univers. Tu dis, oui, mais il y a des avantages sur le frigo. Mais d'un autre côté, il chauffe là-bas. Et c'est pas pratique. Sur le plan de travail, il prend de la place parce que j'ai ma série de casseroles. Ça me fait de la peine. Ah, c'est ça le doute de ta vie, ça. C'est ça ta problématique existentielle. Ouais, mais tu penses quand même que le bon Dieu, il n'est pas vraiment compétent. Mais si toi, tu es compétent, si lui, il est compétent, toi, t'en es deux. Et à partir de deux, c'est irrespirable. C'est pas grave. Vous êtes fatigué, hein? Deux compétents. Bon, c'est pas grave. Ça va? Je crois pas, c'est moi qui travaille, c'est vous qui êtes fatigué. Il y a un malaise là dans la redistribution des rôles. Ouais. Donc ce qui est marqué ici, c'est que Avram Avinu, il connaît la valeur de la vie. Donc il connaît la valeur de la vie, il sait que la vie, elle a été créée pour ça. Pourquoi? Pour que tu lui donnes de la valeur. Comme le temps, le zman. On a dit que la vie, c'est du temps. Et le temps, c'est quoi? C'est zman. Et zman, en hébreu, ça veut dire temps. C'est les mêmes lettres que mezouman. Et mezouman, c'est quoi? Préparé pour. Donc en vérité, chaque temps, c'est un réceptacle pour une action, pour un projet, pour une réalisation. Donc la question, elle est, quand tu perds ton temps, est-ce que tu as perdu l'action que tu aurais pu faire pendant ce temps-là, ou l'opportunité de faire une action, c'est-à-dire le temps lui-même? Donc la perte de temps, vous avez compris maintenant, elle est liée à la valeur que tu as donnée au temps. Maintenant, la valeur que tu donnes au temps par un acte s'appelle une valeur ajoutée. Mais le temps lui-même, il a une valeur. Maintenant, pourquoi on gaspille le temps? Pourquoi on perd le temps? Pourquoi? Parce que nous, on croit que le temps n'a de valeur que par rapport à ce que tu fais avec. Mais le temps, il a une valeur en soi. C'est comme si toi, tu fais du transport. Et t'es un malin, à l'époque, ça se faisait, t'achetais des wagons. T'achètes des wagons. Et ces wagons, tu les loues à SNCF. Et la SNCF, elle transporte des choses à l'intérieur. Donc, ils font Paris-Marseille avec du charbon, avec des meubles, avec des machines à laver. Toi, tu n'es pas propriétaire de la marchandise, mais tu es propriétaire des wagons. Sur chaque voyage que le wagon il fait, tu touches de l'argent. D'accord?
Maintenant, quelqu'un il va dire, oh là là, il y a un train qui a disparu. Il y a un train qui est déraillé, qui a pris feu, qui a été détruit. Les gens ils disent, oh là là, mais il y avait combien de valeur de marchandises? Ah, il y avait 21 millions d'euros. Oh, 21 millions d'euros de perdus. Tiens, ça c'est la valeur de la marchandise. Mais il y avait un train. Il vaut rien le train. Vous me suivez ou non? Il vaut quelque chose le train. Ben, c'est exactement pareil. Si Hachem il t'a donné 20 ans avec une personne, il t'a donné 40 ans avec une personne, il t'a donné 60 ans avec une personne, qu'est-ce que tu retiens toi? La marchandise qu'il y avait dans le temps. Moi je vois les gens ils disent, ouais mais vous comprenez, il m'a rien apporté, il m'a pas apporté, il m'a pas donné, il m'a pas fait ce que je voulais. Alors l'autre c'était quoi? Un prestataire de service? Mais avant ça c'était déjà ton père. Avant d'être un prestataire. Comprenez ou non? Moi j'ai vu des femmes qui divorçaient parce qu'elles me disaient, écoutez, moi, il m'a rien apporté. Je me suis mariée, il m'a pas apporté, de toute façon je suis indépendante, j'ai ma parnassa, sentimentalement c'est pas vraiment ça. Je dis donc, t'as acheté un distributeur de produits. T'as acheté une machine à sous. Un autocuiseur. Mais non, c'est une personne. Une personne, quand tu aimes une personne, même si tu fais rien, tu es assis à côté, tu lui tiens la main, c'est the bonheur. Mais toi tu dis, oh, attends, mais on fait rien là, on fait rien. Moi je vois des gens, Laura Lénoux, que ça vous arrive jamais. Hein. Les gens ils me disent, écoutez Rav, est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller visiter les parents quand ils sont Alzheimer? Je dis, ça sert à rien, il me reconnaît même pas. Je dis, ok. Dis-moi, quand t'étais bébé, toi, quand t'avais 15 jours, 1 mois, 6 mois, tu les as reconnus, tes parents? Tu leur as dit merci papa, merci maman, bravo pour ce que vous faites pour moi. Maman, tu m'as accueilli 9 mois dans ton ventre, je t'ai explosé, je t'ai développé, je t'ai mis 27 kilos dans la tête, je t'ai fait des vergetures, kol hakavod maman, rien. Donc en fait, tous les bébés sont Alzheimer. Mais tu les jettes pas à la poubelle pour autant. Tu dis pas, attends, je reviendrai quand il aura 16 ans. Pour l'instant, je le mets dans un foyer, jeté là-bas dans un truc d'élevage, une ferme d'élevage de bébés, et quand il sera en âge de conscience et en âge de reconnaissance, j'irai lui parler. Mais pour l'instant, il comprend rien, il a Alzheimer. Alors tes parents, les pauvres, ils sont Alzheimer. Bon, peut-être à cause de tous les soucis qu'ils ont eu à cause de toi. Ouais, disons. Mais maintenant, ils sont Alzheimer. Alors tu vas pas les voir. Il me dira, ça sert à rien, je suis là, elle me regarde, elle me reconnaît pas, moi je la reconnais pas. Oui, c'est vrai, kol hakavod, en tant que consommateur, profiteur, kiffeur. Mais en tant que fils, c'est ta mère, c'est ton père. C'est normal. Et même si c'est pas Alzheimer, elle est vieille, un peu elle radote. Tu t'en occupes quand même, tu vas la voir. Ah, tu dis non, c'est pas évident, Rav, je suis très très occupé. Ah bon, et quand elle meurt? Ah maman, j'aurais tellement voulu. Mais la voix, elle sort du cercueil, elle dit, mais Rahmara, quand j'étais vivante, t'es pas venu. Maintenant tu regrettes, maintenant que je suis morte. C'est pour ça que les morts, ils parlent pas, parce que ça déstabilise. Ça va? T'as compris l'idée ou non? C'est vrai, c'est pour ça que les morts, ils parlent pas. Parce que sinon, on deviendrait fou. Donc nous, on peut s'inventer des baratins, et le baratin, c'est pas un endroit où on sert des tisanes, ouais. Parce que le mort, il parle pas. Mais dans quelle différence? Le mort, il parle pas, l'autre, il a la tête dure, l'autre, il n'a pas assez confiance en lui pour parler. L'autre, il est tellement angoissé qu'il n'arrive pas à ouvrir la bouche. Donc, il y en a plein de gens qui ne parlent pas. Mais la non-parole, elle laisse un espace à l'autre pour s'inventer une histoire. Mais si on avait la force de dire, allez, on va parler. Ouais. Tu dis non, ça va créer des moments gênants. Moi, je m'excuse de vous le dire. Tout le monde va aux toilettes. Tout le monde. Même tu dis, oui, même lui. Si, non, je sais à qui vous pensez, mais même lui. Et je peux vous dire que ce qui sort par là-bas, c'est pas un truc très joli, hein. Ça sent même pas bon. Mais ça fait quand même partie de la personne. Il faut quand même vous imaginer que les roses que vous sentez, et qui sentent tellement bon, ils ont été fertilisés par des fumiers qui sentent très mauvais. Tu peux m'expliquer pourquoi le mauvais il amène du bon, toi? Tu peux me dire pourquoi celui-là qui a eu une enfance difficile, maintenant il est tellement équilibré, tellement généreux, tellement mature, et que l'autre qui a grandi dans les roses, maintenant il se conduit comme un fumier?
comprenez ce que je veux dire ou non? Donc c'est très très compliqué dans l'enchaînement des séquences et des conséquences, de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, puisqu'on a du bien qui amène du mal et du mal qui amène du bien. Comment on va faire? Donc on est obligé de développer chaque séquence et après on voit le résultat final de toutes les conséquences des séquences. C'est pour ça que ça s'appelle des conséquences, parce qu'il y a les bonnes séquences et les mauvaises séquences. Ça s'appelle les conséquences. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Maintenant, après, si on veut être maître de sa vie, maître de ce qui se passe, alors on va pouvoir essayer de maîtriser et de mettre en place des situations pour arriver à des bonnes conséquences. Comme tu vas mettre en place la communication avec tes parents, avec tes enfants. Donc, tu vas avoir un dialogue mature avec tes enfants. C'est un choix. Tu dis non, on parle pas de ça, on parle de rien, on crie, on s'énerve, on les stresse, on les angoisse. Après, tu dis ouais, ils me parlent jamais, ils m'appellent jamais. Puis quand ils ont besoin de se confier, ils me parlent pas à moi. Tu aurais planté ça à l'époque, tu aurais récolté ça. C'est toute la vie, c'est ça. Donc tu réfléchis que dans la chaîne des événements, qui sont eux-mêmes des espaces temporels, tu peux semer le futur. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Moi, je lisais entre 1500 et 2000 pages par mois, à 15 ans. Je lisais la nuit, je lisais le jour, je lisais toute la journée. Et la nuit, je mettais une couverture sur ma tête, j'avais une lampe de poche, et ma mère, elle venait à 3h du matin, elle me tapait sur la tête, et elle me disait, Ria, il faut dormir. Et moi, je lisais. Maintenant, si j'ai une fluidité de parole, si j'ai un vocabulaire, si j'ai une intuition du langage, si j'ai une musique des mots, c'est parce que je l'ai absorbé. Vous me suivez ou non? Il y en a un gars, il n'y a pas très longtemps, je lui ai offert un livre, je vais faire deux livres. Il m'a dit, rien, j'ai pas lu un livre dans ma vie. J'ai compris pourquoi il est mal. Non, c'est pas un jugement, hein. C'est une constatation. Maintenant, tu dis, oui, mais ça rime à quoi de lire 1500 pages par mois? Mais c'est un choix. L'autre, il fait des abdos toute la journée. C'est un choix. L'autre, il fait des maths. C'est un choix. L'autre, elle regarde toute la journée des versions différentes de l'histoire de Cendrillon. C'est un choix. Il en faut des khmala. Comment on va fabriquer des Nabila? D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conditionnement et le choix que tu as mis dans ta vie, c'est ça ce qui va t'amener à ce que tu es. Maintenant, il y a des gens qui veulent participer à leur futur en investissant dans leur présent, parce qu'ils ont compris qu'il y a un lien de cause-conséquence. Et il y en a qui non, ils vivent le présent, ils consomment, ils mangent, ils profitent, ils kiffent, ils avancent, ils vont aux toilettes, ils reviennent, ils remangent, ils boivent, ils retournent aux toilettes. Genre, t'es devenu un tube digestif. Mais il y a une carte électronique au-dessus, là. Il faut l'alimenter, celle-là. Et au-dessus, il y a une carte mère. Il faut l'alimenter. Et au-dessus, il y a un processeur. Il faut encore l'alimenter. Et au-dessus, il y a une conscience. Et au-dessus, il y a une kippa. Il faut l'alimenter. Puisque pour ton grand malheur, tu es né juif. Donc il faut que tu l'assumes. Tu vas dire, non, moi je suis un consommateur. Moi, citoyen du monde, grand kiffeur sous le soleil, le temps présent, le présent, le temps présent, le présent. T'es bien, t'es comme une fleur, elle pousse, on la coupe, elle se fane, elle meurt. Moi j'étais jeune, je me rappelle, je réfléchissais comme ça, je disais aux gens, je comprends pas. On est, on nous apprend à trouver à manger, on mange et on meurt. Ouais. Donc on est, on nous fait faire des études pour nous apprendre à trouver à manger, la parnassa, on mange et on meurt. Et souvent on meurt de ce qu'on mange. Ouais. Et l'animal inné, ses parents, le lion et la lionne, ils lui apprennent à trouver à manger, il mange et il meurt. C'est pas possible qu'on ait le même destin qu'un animal, or que l'animal n'a pas de neshama, et nous, on a une neshama. À quoi elle sert la neshama? Si Dieu veut, vous allez bien étudier la Torah. Vous allez voir la force de la neshama, vous allez voir la puissance de la neshama, vous allez voir la clairvoyance, la lumière, l'énergie, tout est dans la neshama. Mais c'est énorme. Pourquoi on va donner un truc tellement énorme pour un mec qui regarde la télé? Donne-lui Nefesh Achiyuni. C'est ce que c'est Nefesh Achiyuni? C'est juste l'esprit de vie, c'est l'impulsion de vie qu'il y a dans un brin d'herbe. Pourquoi elle pousse l'herbe? Vous me suivez ou non? Le caillou, c'est un caillou. Tu viens, c'est un caillou. Tu reviens, c'est un caillou. L'herbe, elle pousse. Pourquoi elle pousse?
Ça s'appelle Nefesh Riouni. C'est-à-dire qu'il y a un intérieur, une impulsion de vie qui le fait. Mais non, elle est vachement pas élaborée. Regarde celle du poisson, qui est plus que l'herbe. Ouais. Regarde celle du dauphin, qui est qu'une forme d'intelligence. Il pousse encore. Et après, tu arrives à l'homme. Et l'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Avec tout ce qu'on lui a donné, avec une puissance tellement grande, avec une énergie tellement puissante, avec une intelligence tellement énorme, avec une clairvoyance, avec un lien avec la pureté, avec la lumière divine, il regarde la Star Academy. Tu penses que le monde, il évolue? Il regarde The Voice. Ah, il a de la peine, elle a perdu. Oh. Pourtant, j'ai voté. Hein. Oh, j'ai pas arrêté de voter, j'ai appelé. Non, mais tu te rends compte, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva, ils se regardent les deux, ils disent, c'est eux l'avenir? Ceux-là, là, les chalalas, là, les porteurs de jeans, qu'est-ce qu'ils font dans ce monde? Et si vous allez dire, ah, j'exagère un petit peu. C'est marqué à la fin des temps. Les béné Israël, ils vont se présenter devant Mashiach. Là, moi, le Midrash, il dit avec les tefilines et le talit. Les tefilines et le talit, d'accord? Pas avec le jean déchiré, avec la boucle d'oreille dans le nez. Non, le tefilin et le talit. Et Hachem, il va dire, Mi merid alechem, qui témoigne sur vous que c'est vous les béné Israël? Tu dis, attends, un ben chétrit quand même. J'ai fait un peu de misvot. T'es un clown, toi. Mi merid alechem, qui témoigne sur vous? Écoute bien, il dit le Midrash, il va amener Avraham Avinu. Il va dire, je ne les connais pas. Tu dis, mon frère Abraham, je t'ai cité plein de fois, même mon fils, je l'appelais Abraham. Mais non, c'est de la substitution, ça. Ah, il va m'appeler Yitzhak, il va m'appeler Yaakov. Zéro, que dalle. Mais t'es quoi à côté de Yaakov, toi? T'es même pas le souvenir d'un concept non élaboré et oublié dans un esprit d'un mec qui n'avait pas de mémoire. Ce qu'on appelle que dalle. Ou reh, en anglais. Ouais. Et tu voudrais être le descendant d'Avraham Avinu. Mais tu sais quoi? T'as fini le Talmud? Ah, non, la vérité, j'arrive même pas à finir le Télérama. D'accord? Ça va? Vous avez compris l'idée ou non? Jusqu'à ce qu'elle va venir Rachel, elle va dire, pour le sacrifice que j'ai fait moi, tu les acceptes. C'est-à-dire que Rachel, il y a 3000 ans, elle s'est sacrifiée pour que nous, dans 500 ans ou 200 ans, ouais, quand il va venir Mashiach et qu'on va se présenter et qu'il va nous dire, mais vous n'êtes pas les représentants des Juifs, vous êtes qui? Ça, c'est ceux qui vont venir avec le talit et les tefilines. Non, ne vous désespérez pas. Hein. C'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a des définitions. C'est pas des ambiances et chouiki, la rigolade et machiarno. Non, il y a des définitions. Et les définitions, il faut les connaître. Après, t'essayes le plus sincèrement possible de coller avec la définition. Mais si tu t'en fiches des définitions, parce que t'es dans la rigolade, t'es dans le délire, t'es dans la déchirade, alors que l'autre il se déchire à la vodka, l'autre il se déchire à l'héroïne, et toi tu te déchires à la religion. Maintenant, comment tu sais si tu construis ou tu te déchires, si t'es cohérent? C'est facile. Et pour ça, on a un référent qui s'appelle Shulchan Aruch. Maintenant, toi, tu dis non, c'est vachement contraignant, il y a plein de détails, puis c'est compliqué avec le magasin qui est ouvert Shabbat. Ok, c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Rien n'est obligatoire dans la vie. C'est oui ou non? Quand on te dit, bon, évolue, épouse un mec intelligent. Tu dis, non, il est pas tellement marrant, je préfère un fou. Ok, c'est un choix. Après, ouais, j'en peux plus, il s'occupe pas des enfants, il dit n'importe quoi, il fume des joints devant les garçons. Mais c'est toi qui l'as épousé, non? C'est ce que tu voulais, la rigolade. Voilà, tu l'as, la rigolade. Tu mais je savais pas que c'était ce prix-là. Attends, tu veux faire de l'escalade. Tu vas au vieux campeur. T'arrives là-bas. Bonjour, monsieur le vieux campeur. Oh, vous êtes jeune pour un vieux campeur. Oui, oui. Je veux faire de l'escalade. Bon, qu'est-ce que vous voulez escalader? La butte Montmartre? Non, l'Everest. Ah, c'est du sérieux. Voilà le matériel. Le cordage, 600 €. Les chaussures, 400 €. Le truc. Oh non. C'est trop cher. Donnez-moi un truc low cost. Low cost, bien sûr. Alors, j'ai une corde usée, garantie, elle craque. Elle n'est pas chère, celle-là. J'ai des chaussures pour la neige, mais
elle ne vous protège pas du froid. Ok. J'ai un manteau chinois, il est fait en papier, il est biodégradable, donc il faut espérer qu'il ne va pas pleuvoir. Mais c'est pas cher. T'as vu le mec qui achète ça? Vous me suivez ou non? C'est normal. Donc, dans la rigolade et dans la musade, tu t'amuses. Mais quand tu rentres dans le mariage, wow, tu prends quelqu'un qui a des valeurs. Tu éduques tes enfants, wow, tu regardes qu'est-ce que tu leur fais passer. Tu choisis une école, wow, tu choisis quelque chose qui est fondé. Tu fais du business, bah, tu fais quelque chose de propre. Tu t'associes avec des gens, c'est pas la mafia. Même s'ils ont créé la plus grande boulangerie d'Israël, la mafia. C'est pas grave, ouais. Bah, c'est quoi l'idée? C'est qu'à chaque fois que tu veux construire quelque chose, tu vas mettre en place les bases qui sont nécessaires pour que la chose, elle dure et elle perdure, même après toi. Bah, c'est exactement pareil, parce qu'il n'y a pas de différence. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu vis Chai, tu vis la Chaim, mais comme tu sais que Chaim c'est au pluriel, donc en même temps, tu as une exigence de vivre fortement, intensément et sincèrement ton présent, mais en même temps, tu as une feuille de route pour que la série de tes présents, elle s'inscrive dans une direction qui va vers le bien. C'est ça que j'avais dit plusieurs fois déjà ça, que le mot kavana, il veut dire intention, concentration. Et le mot kivun, il veut dire direction. Ouais, Bezi kivun ataoler, dans quelle direction tu vas? C'est de l'hébreu. Ah, ma kavana shelcha, quelle est ta kavana? Quelle est ton intention? Maintenant, pourquoi le mot kavana, ouais, il a le même sens, il a la même racine que le mot kivun? Pourquoi le mot signification, il a la même racine que le mot direction? En vérité, en français, c'est pareil. Si vous parlez français, le mot sens, il veut dire le sens, la signification, il veut dire aussi la direction. Dans quel sens tu te diriges? Dans quel sens elle va la fusée? Ouais. Dans quel sens elle tourne la montre? Donc tu vois que le mot sens, il a deux sens. Alors quel est le lien? C'est facile. En vérité, la vie, c'est une série de vecteurs. On a dit c'est une série de diapos, c'est une série de séquences. Maintenant, si tu veux que ta vie, elle ait un sens, ouais, il faut que chacun de tes actes, ils aient une signification. Tu parles, il y a du sens dans ce que tu dis. Tu agis, il y a du sens dans ce que tu fais. Tu penses, il y a du sens dans ce que tu fais. Mais à chaque fois que chaque facette de ton acte, donc de ta séquence, elle est imprégnée de signification, donc de sens, donc le cumul de ces espaces de sens donne un sens. C'est pour ça que quand les gens ils font n'importe quoi, on dit mais c'est insensé. Même les sociologues aujourd'hui, ils disent en vérité le problème, c'est que la génération est en recherche de sens. Mais le problème, c'est que le sens, il faut que ça soit du bon sens. Mais il y a aussi du mauvais sens. D'ailleurs, on le dit, qu'est-ce que tu te fais comme mauvais sens? Maintenant, si les gens, on ne leur donne pas, et c'est quoi le sens? C'est l'essence. Et l'essence, c'est la spiritualité. Maintenant, pourquoi aujourd'hui les gens s'accrochent à tellement de spiritualité débile? Parce qu'ils sont en recherche de sens. Le problème, c'est que quand tu cherches le sens, tu crées un marché. Et le marché, il crée des dealers. Et les dealers, ils ne vont pas donner de la cam pure, ils vont la couper. Parce qu'ils vont gagner plus. Donc tous les profiteurs, ils vont te vendre une religiosité qui n'est pas fondée sur le sens premier. Et les gens, ils vont adhérer parce qu'ils sont en recherche de sens. Ils sont affamés de sens. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la définition. Toujours. Moi, à l'époque, quand j'étais en première, j'ai voulu rentrer dans une école religieuse. Alors, ils m'ont demandé, pourquoi tu t'inscris? Je leur ai dit, parce que moi, je ne veux pas une religion. J'étais pratiquant, je faisais toutes les mitzvot pratiques. J'ai dit, moi, je ne veux pas une religion folklorique, ou une religion d'ambiance, ou une religion qui psychologiquement me rassure. J'avais mon équilibre psychologique, je n'ai pas besoin.
Moi, j'ai dit, moi, et je veux pas une religion géographique, un drapeau, un uniforme. Je veux pas une religion de secte qui va m'embrigader dans un trailhead. Je veux le Har Sinaï. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a eu au Har Sinaï? Au Har Sinaï, on a reçu la Torah. Alors, je veux la Torah. Après, moi, je déciderai si je veux une Torah en couleur, je veux une Torah en noir et blanc, je veux une Torah impliquée dans la réalité, je veux une Torah dans l'absolu, je veux une Torah géographique, je veux une Torah politique. On verra. Mais je ne vais pas commencer à choisir l'uniforme que je vais porter alors qu'il n'y a personne dedans pour le porter. C'est pour ça que il faut toujours revenir à la source. C'est le mieux. C'est le mieux. Tu dis oui, mais il faut renouveler les choses, il faut changer les choses. Non, non. Il a dit le Khatam Sofer, il a dit En a emet Hadash, ve'en a Hadash emet. La vérité n'est pas nouvelle. La nouveauté n'est pas vraie. Vous me suivez ou non? Les gens qui disent non, il faut une approche psychologique. Aujourd'hui, la Torah, c'est du coaching. L'autre, il dit non, il faut de la Kabbalah, comme ça tu fais planer les gens, il faut les faire rêver. L'autre, il dit non, il faut les sortir de la réalité. L'autre, il dit non, il faut les traumatiser, vous allez tous mourir cette semaine. L'autre, il faut. Pourquoi? On a la Gemara, on a le Chumash, on a tout ce qu'il faut. Après, toi, va étudier. Va étudier. Maintenant, tu viens en 1850, tu étudies la Gemara. Tu viens en 1932, tu étudies la Gemara. Tu viens en 434 avant Jésus, tu étudies la Gemara. Tu viens en 2021, tu étudies la Gemara. Et tu vas voir, tu vas lire ta Gemara à toi de 2021. Et c'est très bien. Pourquoi? Parce que comme tu as un référent qui est vrai, d'accord? Si tu viens sincèrement avec un maître lui-même qui a été formé dans une école vraie, tu risques rien. Tu risques rien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Toi, tu veux être Raï, tu t'accroches à la Torah qui s'appelle Etz Chaim, qui a été donnée par Mekor HaChaim, la source de vie, Dieu, et tu t'adresses à quelqu'un lui-même qui est Raï Batorato, qui vit dans sa Torah. Alors, tu es tranquille. Tu es tranquille, c'est normal. C'est comme si tu veux faire tu veux créer un immeuble et tu vas voir un mec, vous êtes architecte? Non, la vérité, j'étais pâtissier, mais il y a eu un programme à la NPE, en 3 mois, on m'a formé. Tu vas faire un immeuble, toi? Ouais, tu sais, monter des gâteaux, tu sais, j'ai fait des gâteaux à plusieurs étages. Hein. Ah ben, j'espère que la crème, elle va tenir. Hein. Ben non, tu veux un architecte qui a 20 ans d'expérience, le mec qui va te faire un immeuble de 100 étages. Tu veux qu'il ait de l'expérience. Tu dis non, mais il a été dans une bonne école. Non, je préfère quand même qu'il ait de l'expérience. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'expérience? C'est pas seulement qu'il a appris, c'est qu'il a intégré ce qu'il a appris avec les échecs qu'il a eus pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que quelqu'un qui ne s'est jamais planté, faut se méfier. Alors, il y a un parcours, ligne droite, oh là là, c'est virtuel ça. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Dans la réalité, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des claques, il y a des coups, il y a des fractures. C'est comme ça. Ça, c'est l'école américaine. Les Américains, ils disent, on apprend des échecs. Les Français, ils disent, non, tu t'es planté, t'es nul. Allez, tu dégages. Du coup, ils ont un paquet de nuls. Non, tu te plantes, tu te relèves. Comme la Torah. Tu tombes 7 fois, tu te relèves. Ouais, 7 fois, le tzaddik qui tombe 7 fois, il se relève. Qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler? Il dit c'est pas 7 fois, c'est 7000 fois. Ben, tu vois ces séquences-là de vie cumulées, où il y a des hauts, il y a des bas, il y a du bien, il y a du mal, il y a de la souffrance, il y a du bonheur, il y a des choix, il y a des non-choix, il y a des influences, il y a des influenceurs, il y a des influencés. C'est ça la vie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Kulan Shavin Letova. Toutes ces vies-là qu'elle a vécues, Sarah, ils étaient tov. Ils étaient complètes. Et ils l'ont complété. Alors je te dis, pour arriver à ça, pour être capable d'optimiser chaque seconde, il faut que tu sois dans un recul de maturité, de savoir la valeur de la vie. Parce que quand tu ne connais pas la valeur, tu la gaspilles. Parce que toute la vie, c'est, encore une fois, c'est tout est référent. Tu fais cet arbre, il fait 17 mètres, parce qu'il y a le mètre. Pourquoi ce diamant il coûte cher? Parce que on a des référents pour savoir le prix des diamants. Donc c'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk. Où est-ce qu'il est passé celui-là? Ah, merci. Dans Echa, les Lamentations. Ma it onen Adam chai. De quoi est-ce qu'il se plaint un homme vivant?
Gever al Khatayav, un homme sur ses fautes, mais ici les commentaires ils expliquent que on ne parle pas des fautes, on parle des manques. Parce que chet, ça veut dire faute, mais ça veut dire aussi manque. Ok. Maintenant, c'est quoi ce pasouk? Ma itonen Adam Chai. De quoi il se plaint un homme vivant? On a dit que l'homme, il doit vivre. L'homme, il doit être dans une dynamique de vie. Le Yetzer Hara, il a un projet, c'est de nous faire perdre la vie. Comment est-ce qu'on gaspille la vie? En se plaignant, en polluant, ouais, en détruisant, en dérivant, en polluant. Ouais. Par exemple, tu vis, tu manges, tu dis, ah c'est trop salé, mais t'as mangé. Après tu sors, tu dis, ah il fait froid, ben mets un manteau, parce qu'il fait sûrement plus froid dehors que chez toi, a priori, en hiver. Vous me dites, mais non. Après tu vas aller à la piscine, il fait chaud, il fait 35 degrés, tu dis, ah j'ai envie de me baigner, j'ai envie de me baigner, j'ai envie de me baigner. Moi, je me rappelle une fois, on avait roulé en Israël pendant 4 heures. On est arrivé dans un kibbutz. Le mec, il a dit, il y a une piscine. Waouh, le rêve, waouh, le rêve, le rêve. On s'est évidemment, on a jeté tous les habits, évidemment. Et puis, on a mis le pied. Elle n'est pas chauffée. Attends, en Israël, il fait 35 degrés. L'eau, elle n'est pas chauffée. Ah, il ne chauffe pas les piscines? Ben non, il ne chauffe pas les piscines. Mais alors, c'est un phénomène. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir. Vous pouvez penser aux toilettes, ça peut aider. Tu es à 35 degrés. Donc déjà, ton corps, au minimum, il est à 37. Avec la chaleur, tu as très chaud. Tu sues, tu mets le pied. L'eau, elle est à combien? Même si elle est à 28, 29, elle est quand même plus froide que toi. Donc quand tu es en dehors de l'eau, il fait chaud en dehors de l'eau, et l'eau, elle est froide. Ça va? Alors chacun, il est en train de faire comme ça, comme ça. Ah, il fait chaud, mais de l'autre côté, elle est froide, il fait chaud, elle est froide, elle est froide. Moi, j'ai réfléchi. Je dis, écoute, c'est quoi la piscine? Khatsi Gahava, Khatsi Tahava. Comment tu vas plonger? Moitié pour frimer, moitié parce que tu as envie de kiffer. Donc j'ai dit, réfléchis pas. Parce que plus tu passes du temps à réfléchir sur le froid de la piscine, plus la piscine elle sera froide au moment où tu vas rentrer dedans. Plus tu t'angoisses pour la douleur dentaire, plus tu vas avoir mal. Maintenant, vu que ça va faire mal pendant 1 seconde, le temps qui pique, si toi tu t'angoisses 2 semaines avant, ça fait une douleur de 2 semaines. Pour une douleur concrète de 1 seconde. Mais ça peut faire mal quand même. Hein. Moi, je me rappelle des fois, il touche le nerf, tu sautes en l'air. Alors, tu nous écris un livre sur la douleur. Mais la douleur, sachez que la douleur, elle existe en fonction de la conscience du temps qu'elle dure. Vous me suivez ou non? Donc, si on te dit, écoute, ça va durer 1 seconde, t'acceptes. Si on te dit, écoute, on va te faire une péridurale, mais l'aiguille, elle est longue comme ça. On va démarrer du coccyx, on va longer la colonne, on va passer au-dessus de la hanche, enfin au-dessus de l'aisselle, et après on va toucher la vertèbre numéro 3. Non, on va faire une césarienne. Avec anesthésie. C'est pour ça que le mec, jamais il te dit combien de temps elle va durer la douleur, sinon tu n'accepterais jamais. Et qu'est-ce qui rend fou les gens dans la souffrance? C'est quand ils ne savent pas que la douleur va s'arrêter. Donc une douleur, en vérité, elle existe en intensité en fonction de la conscience du temps que tu as pendant que la douleur se passe. Maintenant, si toi, tu penses déjà à la douleur, parce qu'avant d'être occupé à la douleur, tu es préoccupé à la douleur. Donc tu as mal en plus pour rien. Parce que de toute façon, il n'y a pas de douleur. Non mais là, t'as rien là. Ouais mais attends, tu sais ce que c'est j'en fais des cauchemars. Après, tu montes dans l'escalier. Et évidemment, l'escalier du dentiste, il sent le dentiste. T'arrives dans la salle d'attente, il n'y a que des gueules cassées. Les magazines, bon bah ils datent de 78. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et à côté, t'entends ah. Et après, tu rentres, et le mec il te regarde comme ça, genre Mengele, asseyez-vous. Après, il allume la fraise, tu dis ça y est, Baruch Dayan Emet. Et finalement, s'il est sérieux, c'est un bon dentiste, il te fait des 3 piqûres tranquilles et tu sens plus rien. Oh, vraiment, je suis servi assez pour rien. Vraiment. Moi, j'étais un fou. Une fois, j'ai fait 3 chirurgies pour un implant. J'avais une gueule comme ça. Et le soir, je suis venu faire cours le mardi soir. Il m'a dit, Ria, t'as cours ce soir? Je dis, ouais. Il dit, mais t'es fou, quoi. Comment tu vas faire? Tu peux pas. Je l'ai vu.
Je peux pas parler. Imagine, je serais venu. Bon, oh, on dirait Sarkozy après Poutine. Ouais. Donc, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, le froid, ça marche. J'ai pris deux blocs de glaçons, là. Je les ai mis là, avec une écharpe, tout l'après-midi. Et je travaillais sur l'ordinateur, j'étudiais en même temps. Et le froid, il a calmé le truc et j'ai pu faire les faire. Regarde les sacrifices que j'ai fait pour venir faire cours. C'est pas beau, ça? Moi, je sais que ça jette un froid, mais... Donc l'idée, c'est quoi? C'est que tu sais qu'il y a une anesthésie. Tu sais que ce que tu fais, c'est pour le bien. Tu sais qu'après l'examen, il y aura le résultat. Tu sais qu'après le travail, il y aura la récompense. Tu sais qu'après les années d'éducation, tu auras des enfants éduqués. Donc pourquoi tu te concentres sur la douleur du présent alors que tu pourrais la diluer dans le bonheur à venir? Maintenant, il y a le bonheur d'avant, il y a le bonheur présent et il y a le bonheur à venir. Maintenant, le bonheur présent, c'est quoi au moment où il y a la douleur, au moment où il y a la difficulté? C'est la vie en elle-même. La vie en elle-même, c'est une valeur absolue qui n'est pas touchée par les distorsions de la réalité. Parce que tu es vivant. Mais étant donné que toi, tu as défini la vie par rapport à ce que tu fais dans ta vie ou ce que tu vis dans ta vie, donc du coup, quand ta vie, elle passe par un événement difficile, tu dis, c'est quoi cette vie? Alors que tu es vivant. C'est ça l'erreur. Vous vous rappelez de la femme de 40 ans qui avait perdu son fils? Enfin, le fils de 40 ans qui... J'ai raconté ici ou non? 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 Un jour, j'étais à Strasbourg. Il y a une femme qui vient me voir. Elle me dit, Rabbi Chetris, est-ce que vous pouvez dédier le cours à la mémoire de quelqu'un? Je dis oui. Je dis, c'est qui? Elle me dit, c'est mon fils. Ah, il est décédé. Je dis, il y a combien d'années? Elle me dit, la semaine dernière. Ah bon? Ah, et quel âge? 42 ans. Ah, 42 ans? Elle me dit, oui, vous comprenez, il est mort avec un problème respiratoire. Donc, en fait, il a jamais marché, il a jamais parlé. C'est un légume, il a vécu comme ça. Donc, quand il a 18 ans, la Sécu a arrêté de m'aider. Après, quand il avait 22 ans, mon mari, il a craqué, il est parti. Et moi, je m'en suis occupé. Et c'est pas évident, parce qu'à la fin, il pesait 62 kilos. Et il fallait le retourner tout le temps, l'aérer, nettoyer, truquer pour pas qu'il y ait des escarres et tout ça. Et elle me dit, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Vous parlez français, non? Vous vous rappelez de cette histoire? Elle est incroyable. Moi, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans, elle me travaille encore le ventre, elle me fait comme ça. Oh. Comment elle peut dire, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans? Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Le mec, il n'a jamais vu une Mishnah, il n'a jamais mangé une Dafina, il n'a jamais vu la mer, il n'a jamais parlé, il n'est jamais sorti de son lit, il n'a rien fait, mais il était vivant. D'accord? Ça, tu tires de là une leçon, que ta référence de vie, elle doit être très, 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 très basse. Le plus bas possible que tu peux. Mais il y a la vie. Moi, toujours, les gens, ils me disent, mais vous faites jamais la gueule. J'y c'est une question de référence. Moi, ma référence, c'est Auschwitz. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur les camps de la mort. Ouais. Donc, tout ce qui est mieux qu'Auschwitz, je kiffe. Je me réveille, il n'y a pas les miradors, il n'y a pas les chiens, il n'y a pas les nazis, il n'y a pas le four crématoire, le frigo, il est plein, j'ai de l'eau, j'ai des habits. Là-bas, ils avaient un pyjama avec une ficelle. Le mec qui perdait la ficelle, c'était un cauchemar. J'ai plein de vaisselle. Le gars qui se faisait voler la gamelle, il ne pouvait plus manger parce qu'on leur servait la soupe dans la gamelle. Donc le gars qui n'a plus de gamelle, il mourait au bout de 2 jours. Ouais. C'est-à-dire qu'une gamelle, c'était quelque chose. Ouais. Des chaussures du même modèle, les deux, à la bonne taille. T'es milliardaire à Auschwitz. Donc nous, on devrait passer notre journée à dire merci. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, les chaussures, je me suis fait rouler, enfin un peu mal. Ah, là, il n'y a jamais ce que j'ai besoin dans cette maison. Ah, moi, je voulais du beurre de cacahuète. Il y a de la confiture de fraises. Tu vas fermer ta gueule un peu. Non, franchement, là, ça devient fatigant. Je te dis, les gens, ils passent leur vie à se plaindre parce que leur référence de vie, elle est trop haute. Je dis, moi, ma référence, c'est Auschwitz. Donc, tout ce qui est mieux qu'Auschwitz, je kiffe ma race. Toi, ta référence, c'est Miami Beach. Penthouse, 650 mètres carrés, habitable, avec terrasse, jacuzzi, vue sur la mer. Du coup, HLM à Blanc-Ménil,
au 6e, avec une télé en noir et blanc, un frigo qui ne marche pas, et 2 yaourts tournés, tu te dis pourquoi je ne suis pas mort hier? D'accord? C'est ça ton problème. C'est un problème de référent. Ouais. Donc il faut avoir un référent bas. Je leur dis, moi, les gens qui se plaignent, je dis, mais allez voir les cancéreux, allez les voir, allez voir les diabétiques. L'autre, on lui a coupé les 2 jambes, va le voir. Tu dis, non, mais c'est honteux, ça me fout l'angoisse, ça me stresse. Mais va le voir, toi tu te plains que genre, tu traînes un peu les pieds, j'ai une sciatique. Le mec, on lui a coupé les 2 jambes. Et regarde-le, maintenant, il fait le marathon de New York. Le marathon, ouais, mais il le fait. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, mais enfin, c'est un peu artificiel. Pourquoi c'est plus artificiel d'avoir une référence basse qui te fait apprécier tout que d'avoir une référence exigeante qui déprécie tout? Les deux, c'est artificiel. C'est deux. C'est comme des fois, des gens ils me disent, Rav Chitrit, j'arrive pas à me retenir de faire des avérotes. Je dis, mais imagine que t'es Baba Salé. Il me dit, mais je suis pas Baba Salé. Ok, mais t'es pas le fils d'Adolf Hitler non plus. Pourquoi tu t'es pourri tellement que tu dis, bah, écoute, si je fais une avéra, de toute façon, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je... Non, t'es Baba Salé. T'es le fils de Baba Salé, toi. Vas-y. On se fait pas, tu peux pas. Donc le Satan, il vient, il te dit, non, tu veux faire une petite avéra. Tu dis, moi, les miens, t'as d'abord. À qui tu parles? Dis-moi, tu sais qui je suis, moi? Je suis le porteur de la Neshama divine. J'ai le titre du Kohen Gadol. Kadosh Lachem. J'ai une Neshama élevée. J'ai la possibilité à chaque seconde de parler à Dieu. Et toi, tu me proposes d'aller faire les bêtises entre les jambes de cette gazelle-là? Ça ne m'intéresse pas. Mais il faut, encore une fois, ça va dépendre de ta grandeur. On appelle ça la grandeur d'âme, la valeur personnelle, la valorisation par rapport à toi. Mais même cet espace temporel que tu vas gaspiller et que tu sais que tu vas le payer des années, si tu avais cette valeur-là de la vie, tu pourrais pas. Tu pourrais pas. La preuve, c'est que toi-même, tu t'aménages des petits instants comme ça. Ouais, genre tu reviens à la prière, tu prends ton café, tu te mets devant la fenêtre, tu te mets ta petite musique, tu te fais ton kiff. Donc qu'est-ce que tu fais? En vérité, tu donnes une valeur au temps. C'est pareil, tu fais 400 km, tu fais 4000 km, tu fais 2 heures de route pour être avec le tzaddik. 2 secondes. Il va te dire à Slacha Rabba, tu sens que tu vas casser les murs. Tu vas chez le rabbi là-bas, tu vas sur la tombe, tu trucs. Ça te donne la pêche. Donc tu vois bien que tu prends beaucoup de temps pour avoir des instants de temps chargés. Maintenant, un instant de temps chargé, il va te nourrir beaucoup d'autres instants qui pourraient être vides. Par contre, le contraire, les instants de vide que tu cumules, tu regardes des vidéos débiles, tu rigoles sur le chat qui tombe du meuble. Après, tu te dis, mais peut-être le prochain, il sera mieux. Le mec, il s'est mis un glaçon dans l'œil. Et le Satan, il s'éclate. Parce qu'il voit, lui. Il voit le temps qui passe. Toi-même, tu dis, quoi, 3 heures du matin? Oh, comment je vais faire demain? C'est 3 heures du matin. Tu aurais pu faire... Moi, je connais des gens qui font la Gemara Megillah en 2 heures. C'est pas mal. Il y avait un gars, il faisait Shabbat en 4 jours. Pour ceux qui savent étudier, la Gemara Shabbat, c'est une des plus longues. Il étudiait jeudi toute la journée, jeudi toute la nuit, vendredi toute la journée, vendredi toute la nuit, Shabbat toute la journée, samedi soir toute la nuit, et dimanche, il faisait la Gemara Shabbat. Je suis tout de suite, hein. Il faut à peu près 1 an pour la faire. Tu peux me dire comment il la faisait en 4 jours? Il n'a pas fait une fois, hein. Il a peut-être fait 50 fois. Tu dis, attends, 50 fois? Attends, moi j'arrive même pas à finir un Grisham. Ou un Koben. Vous me suivez ou non? Voilà. Mais c'est bien. Parce que tu dis, ouais, mais c'est angoissant ce que vous dites. Non, ça te donne des références. Ça existe. Ça existe en 2020, ça existe. Maintenant, toi, après, c'est comme tu veux. Maintenant, tu fais le calcul de qu'est-ce qu'il est prêt à déployer le Satan, Internet, Facebook, TikTok, les émissions, les télés, les C8, les C3, les C4, les C5, tout ça, pour que tu perdes ton temps. Tout ça pour ça. Hein. Mais le plus vicieux des pertes de temps, c'est la remma. C'est de se polluer, de se plaindre. Ouais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je croyais, c'est pas ce que je... Moi, je vois des gens, ils ont des problèmes de shalom bayit. D'accord? Ça peut arriver.
Il en restait 2, on les a mis au musée de l'homme. D'accord. Mais en vérité, moi je me rappelle, j'étais en classe de seconde. Bon, j'ai rien foutu en maths pendant 2 heures. Je rigolais, je m'amusais, je faisais des dessins. Le prof, il m'a dit, Ria, t'as foutu rien 2 heures? 2 heures de colle. Bon, je suis arrivé en colle et je commençais à faire des dessins. Le surveillant, il est venu, m'a donné une leçon extraordinaire. Il m'a dit, pourquoi t'es là? Il m'a dit, je foutais rien en maths. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais dessiner. Il m'a dit, mais si déjà t'es en hors de colle à cause des maths, fais des maths. Ça vous semble logique ou non? Dans les mecs qui se marient, il dit, bon, je l'aime pas, elle m'aime pas, je l'aime pas, elle m'aime pas, on s'engueule pour des bêtises. Bon, on peut pas partir maintenant parce que les enfants sont petits. Donc, on va attendre de les marier. Donc, on en a pour 18 ans. Donc là, t'as 18 ans de colle. Tous les soirs, tu vas t'y coller en colle. Tu rentres, il y a le surveillant. Ouais, où t'étais aujourd'hui? On a dit qu'on attend le mariage des petits. Ok. Ah, t'as grossi? Chut. On a dit qu'on attend le mariage des petits. Arrête de te plaindre. 18 ans de colle. Alors je leur dis au couple, si déjà t'as pris 18 ans de colle, fais du shalom bayit pendant 18 ans. Au pire, ça marche. Non, c'est beau. Ils attendent. Comme disait une serviette hygiénique, ils attendent que le temps passe. D'accord? Non. Il faut y aller. Elle est là devant toi, va lui parler. Ton fils, il est dans la chambre, va lui parler. T'aimes les maths, fais des maths. Vas-y, inscris-toi à un des cours. Le Rav, il est là, va prendre la Gemara, apprendre les mots en araméen, va faire. Non, tu sais, non, je réfléchis, j'y pense, j'ai pas le déclic, ça vient pas, je suis pas à ce niveau-là, c'est trop bas, j'ai peur d'être incohérent, et si je m'engage et que je le fais pas. Oh là là, tous ces PAC, tous ces pièges à... Mais pendant que tu intellectualises ton Yetzerara, parce que c'est ça que tu fais, parce que les brels, ils réagissent par impulsion, et les intelligents, ils intellectualisent leur lourdeur. Genre, il te fait un syndrome post-traumatique sur une intention révélée mais non réalisée. Mais ça s'appelle juste la glande, Baba. T'es un glandeur. Donc quand ça sonne le réveil, tu te lèves et tu vas à la synagogue. Toi tu dis oui, mais tu comprends, moi j'ai besoin de quelque chose de puissant, je veux une révélation. Mais t'es un contribuable, toi. T'es un continent, tellement... À toi tout seul. Parce qu'à un moment, il faut y aller. Maintenant, encore une fois, si tu sentais la valeur de la seconde, la valeur de la minute, la valeur de l'heure, tu le ferais. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il fait de la dérive émotionnelle. Tu te plains. Il fait de la dérive existentielle. Genre, j'ai d'autres projets, maintenant je vais m'occuper du secours catholique. C'est beau, c'est bien. Mais bon, t'as fini la Mishnah d'abord? Ouais. Donc chacun, il va s'inventer comme ça des dérives existentielles. Comme les gens qui se mettent à fond dans leur travail et qui font aucun effort dans leur couple. Je dis, ok, mais partage les rôles, partage les efforts. L'autre, elle se met à fond dans ses enfants. Du coup, son mari, il est devenu transparent. Une espèce de fantôme, comme ça. Elle dit, chérie, tu me vois là? Je suis avec les petits, là, je suis avec les petits. Mais t'es toujours avec les petits depuis qu'ils sont nés, grâce à Dieu. Ouais. Alors quoi, j'ai disparu, moi, dès qu'ils sont nés, eux. Ouais. Il voudrait bien, lui aussi, allaiter. Non, il n'y a pas. D'abord, c'est pas cachère pour toi. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que... Non, c'est vrai, hein, c'est pas cachère. Un adulte, tu peux pas boire le lait d'une femme. C'est comme s'il boit du sang. Donc, en tout cas, moi, je m'excuse pour les gens qui ont fait l'expérience. Donc vous comprenez ici, ouais, que ce qui est marqué, Ma'itonen Adam Chai, de quoi est-ce qu'il se plaint un homme vivant? Donc la référence, c'est quoi? C'est que tu es vivant. Regardez ce qu'il dit Rachid dans Kiddushin Dafpe Amoudbet. Lama itraem Adam à la korot abaot elav. Ouais, pourquoi il va murmurer? Pourquoi il va se plaindre, un homme, à la korot abaot elav, sur les événements qui lui arrivent? Achar kol chesed, il dit Hachem, après toute la bonté, chez Ani Oseimo, que je fais avec lui, chez Natatilo Chaim, que je lui ai donné la vie. D'accord? Donc, sous-entendu, si tu es vivant, tu ne peux pas te plaindre. Si tu es en vie, tu as déjà reçu le maximum. Tout le reste, c'est en plus. Nous, on fait le contraire. D'être vivant, c'est normal. Mais qu'est-ce que la vie nous rapporte à part ça?
Qu'est-ce que la vie nous donne à part ça? Mais tu vois bien qu'un mec qui meurt avec 313 milliards de dollars, ouais, Steve Jobs, il avait 313 milliards de dollars. Maintenant, il est mort. Qu'est-ce que tu vas dire? Bah, tu dis, écoute, ok, il est mort, mais il est mort riche. Oui, mais il est mort. Ok, il est mort, mais riche. Alors que moi, je suis vivant, mais pauvre. Mais tu sais ce qu'il aurait été prêt à payer, le mec, pour avoir ta vie de pauvre, que lui qui est mort. Moi, toujours, je me suis demandé, le mec qui est mort d'un cancer, il ne peut pas s'acheter un corps. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses de valeur ne s'achètent pas. Tu peux acheter un diamant à 1 million d'euros. Tu peux acheter une île. Va t'acheter l'intelligence. Il n'y a pas. Va t'acheter l'amour. Tu dis, chérie, non, je t'aime plus. 1 million, ça va? Oh, je commence à t'apprécier. D'accord. Ça ne s'achète pas l'amour. Va t'acheter la pureté. Tu peux pas. Tu dis, oh, je suis un pourri, je suis tamé, mais je vais m'acheter la pureté. Ça ne s'achète pas. Toutes les choses de valeur ne s'achètent pas. Tu dis, mais quand même, les diamants. Mais non, c'est une valeur qu'on a inventée pour pouvoir avoir une référence. Mais l'or, c'est pareil, c'est une référence. Mais en soi, le mec, il meurt avec 30 lingots d'or. Bah, on le met dans le cercueil. Et voilà, grâce à Dieu, il est mort avec son amour. Ils sont morts les deux, d'ailleurs, puisque la valeur a baissé en même temps. Ouais. Non, il n'y a rien. C'est du haram. Donc, ce qui est marqué ici, que la référence, ça doit être la vie. Mais regardez, le langage de Rachid, il est bizarre. Pourquoi l'homme il se plaint? Donc vous avez compris que le Yetzer Hara, il envoie la plainte pour polluer la valeur essentielle de la vie. Et quand il y a la vie, il n'y a pas la plainte. Donc il faut choisir ou la vie ou la plainte. Maintenant les gens ils disent la vie, oui. La plainte, oui. Ça s'appelle oui, mais. Merci pour cet anniversaire. Dommage il pleuvait. Merci de m'avoir préparé mon plat préféré, mais il était trop salé. Mais étouffe-toi avec. J'ai passé 4 heures à te faire la paella pour pas qu'elle brûle. Et toi, tu me dis, c'est pas le goût de ma mère. Mais c'est normal, ta mère, elle pissait dedans, qu'est-ce que je te fasse? C'est une façon de parler, bien sûr. Hein. Tout le monde sait que c'était beaucoup plus grave. Mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu râles? Tu dis, ah dommage, le magasin, il est mal placé. Mais c'est toi qui l'as rendu noir, c'est pour ça que les clients, ils rentrent pas. Après, tu fais du commerce, tu dis, ouais, mais j'ai parlé avec un spécialiste, je me suis fait avoir à l'achat, j'ai payé trop cher. Eh ben, vends le plus cher. Tu dis, mais je peux pas, il est au-dessus du marché. Mais il y a des pigeons pour tout le monde. Tu vas aller trouver des pigeons, tu vois pas que dans le luxe, c'est là qu'on gagne le plus d'argent. Alors que les mecs, ils achètent un sac à 25 000 euros. Tu dis, attends, c'est un Chanel. Moi, je connais un gars, toute sa parnassa, c'est les montres. Il achète des montres, ouais. Il va dans le monde entier. Il achète des montres de référence. Il a des deals avec des gars qui achètent pour lui. Il va à Hong Kong, il va à truc. Tu dis, mais c'est débile, le mec, ben, je te promets que quand tu vois son appart, le mec, il a acheté l'appart avec des montres. Mais des montres à 60 000, 100 000, 120 000, 140 000, 150 000. Et il marche. Il connaît le métier, il travaille, il vit avec ça. Toi, t'es 8 heures par jour. Lui, il fait une vente par semaine, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il a compris la valeur. Donc si déjà la valeur de la montre, il a compris et il sait la négocier, la valeur de la vie, tu l'as pas compris encore que tu la gaspilles. Donc regarde les mots, comment ils sont bizarres. Achar kol chesed, après toute la bonté, chez Ani osé imo. Alors je traduis, que je fais avec lui. Mais osé, c'est au présent. Chez Natatilo Chaim, que je lui ai donné la vie, c'est au passé. Donc on a un problème. Parce que où il fallait marquer Achar kol chesed, shani asiti imo, que j'ai fait avec lui, chez Natatilo Chaim, que je lui ai donné de la vie, ou alors il fallait marquer Achar kol chesed, après toute la bonté, shani osé imo, que je fais avec lui au présent, chez Ani noten lo Chaim, que je lui donne la vie au présent. Pourquoi tu mets un au présent, un au passé? C'est bizarre, non? Donc ça veut dire qu'en vérité, la vie, c'est toujours sur 2 plans ou 3 plans. C'est le présent, le passé et le futur. Maintenant, celui qui s'angoisse pour le futur, il pourrit son présent. Celui qui a la nostalgie de son passé ou la remade des traumatismes de son passé, il pourrit son présent. Celui qui gaspille son présent en temps réel pour rien, il gaspille le présent.
Donc tu es obligé d'avoir une conscience perpétuelle du chesed chez Ani Ose Imo. C'est-à-dire qu'Hachem, il fait en temps réel au présent. À chaque seconde, tu respires, tu es en bonne santé. Tu n'as pas besoin, je sais pas moi, d'un tuyau pour aller aux toilettes. Tu n'as pas un truc ici pour respirer. Tu vois de tes deux yeux. Tu perds pas tes cheveux. Tout ça, c'est du chesed chez Ani Ose. Chez Ani Ose en temps réel. Ouais. Chez Natati Chaim, que je t'ai donné au passé, ça veut dire que tu dois faire remonter cette chaîne de la reconnaissance jusqu'à ta naissance. Parce que le départ, c'est quoi? Chai. Au début, je t'ai donné la vie. C'est pour ça que j'ai dit 1 million de fois, mais les gens, ils croient que j'exagère. C'est que, en fait, à partir du moment où Dieu nous a donné la vie, il ne nous doit plus rien. Rien. Toi, tu dis, oh non, quand même, on peut attendre, on peut exiger, on peut demander, on peut dealer, on peut insister, on peut... Non, 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 non. Quand il t'a donné la vie, il ne te doit plus rien. Ok, alors, maintenant, quand tu le sais, ça te donne un truc extraordinaire. C'est que tout ce que tu vas recevoir en plus de la vie, c'est de la bonté. Parce que il ne te le doit pas. D'accord? Donc, ça va générer chez toi la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est un flux. C'est-à-dire que quand tu es dans un flux de reconnaissance, automatiquement, tu ne peux pas voir les défauts puisque tu es dans la reconnaissance. Vous savez ou non? Quand tu es occupé, moi je dis toujours, dans un couple, quand tu es occupé à dire merci à l'autre, tu n'as pas la tête de dire une critique, parce que tu es occupé à dire le bien. Donc qui c'est qui dit une critique? Soit la personne qui n'arrive pas à reconnaître, soit la personne que ça la tue tellement de reconnaître qu'elle est obligée de trouver une critique pour légitimer le fait qu'elle n'arrive pas à dire merci. C'est comme dans la cache-route. C'est que dans la cache-route, là, par exemple, s'il y a quelque chose de pas cachère qui vient vers une marmite, mais que la marmite elle est en train d'expulser ce qu'elle contient, le goût qu'elle contient, alors on dit au moment où elle expulse, elle ne peut pas absorber. C'est des flux. D'accord? C'est comme si toi, tu as un Karcher et tu envoies 150 kilos de pression, ouais, mais une mouche, elle ne peut pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression tellement forte que ça ne peut pas aller dans l'autre sens. Oui ou non? Donc si toi, tu es tellement vivant, la mort, elle ne peut pas venir. Si toi, tu es tellement positif, la négation, elle ne peut pas venir. Donc comment elle vient? Combien vient le oui mais? Combien vient la critique? Comment vient la lourdeur? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas assez vivant. Tu n'es pas assez vivant. C'est facile. C'est mécanique. Les gens disent oui, attendez, je vais faire une thérapie, je vais apprendre le positivisme, je vais me conditionner. Mais non, il faut juste être vivant. T'es vivant. T'es vivant, t'as dormi, tu te lèves. J'ai bien dormi. Ah, c'était une nuit agitée, j'ai pas truqué, j'ai vomi. T'es vivant? Je suis vivant. Allez, vas-y. Ah, je suis fatigué. Eh ben, prends un café. Ah, je me sens... prends une douche. Vas-y. Ah, toi, je suis nerveuse. Va te faire coiffer. Ça t'a détendu, c'est bien? Eh ben, vas-y, tout va bien. Non, tu dis non, je vais pas me faire coiffer parce que je suis pas bien, parce que je suis angoissé. Ah, toi, tu te bats pour conserver ta lourdeur, toi. Toi, t'es complice de ta dépression. Tu t'organises la victimisation à outrance, comme ça, le monde entier, il va venir pour te proposer des poitrines à allaiter. Maman, 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 maman. Il n'y a pas. Ça s'appelle l'autosuffisance. L'origine de tes problèmes et l'origine de tes solutions, elle est chez toi. Parce que tu es vivant. Alors ressource-toi de chez toi. Mais ça fait quand même plaisir de recevoir de l'amour de l'autre. Et ça fait quand même plaisir, ok. Raudon Colo, cousin de Marco Polo. Mais c'est un plus. Vous me suivez ou non? Tu aimes ton mari pour lui-même. Si en plus il est généreux, il est gentil, il est attentionné, il est extraordinaire, il est magnifique, fais attention, quelqu'un va te le piquer. D'accord. Donc, mais tu as compris. Mais c'est un plus. Maintenant, quand toi tu es dans cette logique-là, que ce que tu reçois, déjà de l'avoir, c'est extraordinaire, donc tu vas être milliardaire pour tout ce que tu reçois en plus. Alors que les gens, ils font le contraire. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est déjà normal, mais ils sont dans la dynamique d'exigence de qu'est-ce que je pourrais avoir de plus. Mais rappelez-vous que l'exigence génère l'insatisfaction génère l'aigreur génère le mal-être génère la haine génère la rancune génère la vengeance génère la mort. De quoi t'es parti? De l'exigence.
Donc n'exige pas. Alors, je sais ce que vous allez dire. Ouais, si vous ne demandez pas, vous n'avez rien. Raudon Kolo, consommateur. Et la dynamique que quand tu donnes, tu reçois, tu l'as oublié celle-là? Tu dis, ouais, mais il y a toujours un qui donne et l'autre qui donne pas. Je sais, mais encore une fois, tu entretiens ta dimension infantile. Mais si on est deux adultes et qu'on comprend cette logique-là, que mon plaisir, c'est ton plaisir. Parce que la société, elle t'éduque à kiffer de prendre. D'ailleurs, on le dit, prendre du plaisir. La Torah, elle t'éduque à kiffer de donner. Donc tu vas kiffer de donner. Maintenant, quand tu kiffes de donner, ce qui se passe, c'est que tu construis. Quand tu kiffes de prendre, tu détruis. Parce que tu vois bien la gueule de la glace après que tu l'as appréciée. Et combien d'années tu peux garder le bâton? Même si c'était la première glace. Par contre, si tu dis c'est une œuvre d'art, donc tu cherches une occasion de donner, plus tu donnes, plus tu évolues. Maintenant, encore une fois, ton référent, ton pied d'appel, le mur sur lequel tu t'appuies pour avancer, c'est la vie. Donc tu prends la vie, référent. La personne elle-même, référent. Le bonheur d'être juif, référent. Le bonheur d'être du beau temps, référent. Vas-y, prends. Et tu vas voir que tu vas tout le temps régénérer ton réservoir de joie. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Ils trouvent un puits, ils mettent du poison. Un deuxième, ils mettent du poison. Un troisième, ils mettent du poison. Après, il dit, j'ai rien à boire. Donc la maison, ils la trouvent petite. Les études qu'ils ont fait, et ils disent que c'était sous la pression des parents. Le business qu'ils ont fait, ils trouvent qu'il est mal placé. Les gens qui côtoient, ils trouvent qu'ils sont des bobos inintéressants. Donc en fait, ils pourrissent leur réalité. Mais ta réalité, c'est si tu vis dedans, t'es fou, toi. C'est le contraire. Tu vas t'aimer, tu vas aimer, tu vas l'aimer, tu vas tout aimer, mais t'es vachement bien, tout va bien. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont même pas l'idée de l'énergie qui peut être contenue dans un espace de concentration. Bon, je vous dis ça, après je vous laisse tranquille. Un jour, j'étais à Genève, j'étais fatigué. Je ne sais pas, je devais revenir du Canada ou de la Guadeloupe. J'ai fait un cours de plus, j'arrive à Genève. Mais j'étais mort. J'arrive là-bas dans une baraque extraordinaire. Le gars, il me dit, voilà, on va donner cours et tout. Et moi, il me fait visiter la maison. Maintenant, une maison de fou, sur le lac, les trucs, les ascenseurs, les khalas. Et moi, je m'en foutais de la maison. Je n'avais pas de force, je cherchais de l'énergie comme ça. Je faisais comme ça. Il m'a dit, les meubles, le Chagall, le truc. Et moi, Et sur quoi je suis tombé? Écoutez bien. Je suis dans le salon. Il y avait la baie vitrée. Et il y avait une pelouse. Et il y avait la lumière qui tapait sur la pelouse. Et le vert de la pelouse, il était tellement chaud, il était tellement fort, il était tellement riche, je me suis concentré sur le vert de la pelouse. 5 minutes, j'ai fait comme ça. J'ai eu une pêche, j'ai fait une conférence de 2h30. Tu peux me dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis. Non, en vérité, c'est comme ça. C'est comme les micro-siestes. Ouais. Des fois, tu fais 9 heures tu fais 12 heures d'avion pour aller à Los Angeles, il y a 9 heures de décalage, tu arrives, ils ont juste oublié de te dire qu'à la sortie de l'avion, il y a cours. Et toi, c'est le moment où tu veux mourir. Le gars, il dit, écoutez, Rav, on va directement au cours. Je dis, mais il faudrait que je me pose une petite demi-heure, 1 heure. Un mec normal, il fait jamais une conférence, surtout c'est profond, c'est raconter c'est profond. Tu peux pas faire une conférence à la sortie de l'avion. Les mecs, même les grands professeurs, ils enseignent le lendemain. Toi, tu sors de l'avion direct. J'écoute. Ok, j'ai compris, il n'y a pas où aller, il n'y a pas de solution. Je lui ai dit, écoute, tu peux te taire quelques minutes, parce que le mec, c'était un débit à parole, tu vois, genre un pollueur de pensée profonde. J'ai dit, tu te tais, s'il te plaît, je vais dormir 1 minute. Il m'a dit, mais ça sert à rien, on arrive là, voilà, la maison, elle est au bout. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, je ferme les yeux, je m'imagine que je suis un immeuble. Vous savez, les implosions, là, l'immeuble, il s'écroule à l'intérieur. Et je m'écroule dedans. Et quand il arrive en bas, je dors. 1-2 minutes. Je me réveille, on y va. En fait, j'ai fait une nuit complète. Maintenant, au niveau cardiaque, c'est pas très recommandé, surtout quand tu fais ça tous les 2 jours. Ouais. Mais ça marche. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu as besoin de 7 heures de sommeil alors que tu reprends la pêche en 2 minutes? Tu peux m'expliquer pourquoi tu as besoin d'un mois de séminaire de relaxation alors que la couleur verte de la pelouse, elle te donne la force?
que le sourire de ta femme, il t'envoie une pêche de tonnerre. Vous avez compris ou non? C'est qu'en vérité, c'est parce qu'on ne sait pas exploiter ces diamants qui sont donnés. T'as un ami qui te dit sincèrement bonjour, mais t'es milliardaire, tu repars avec la pêche. Et toi, tu dis non, moi j'ai besoin de passion, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de voir le film américain. Mais t'as pas compris que le mec qui a écrit le scénario, lui-même, c'est un frustré qu'il n'a jamais vécu cet amour-là. C'est pour ça qu'il a mis tellement d'énergie dedans. Parce que les choses les plus belles, tu peux pas les raconter. Alors comment il arrive à le raconter, lui? Parce qu'il n'a jamais vécu. Et toi, tu t'excites sur un truc que l'autre, il n'a jamais vécu. Ça fait virtuel à la puissance baratin. Ça s'appelle Hollywood. Ouais. Voilà. Chazak ou Baruch.